La dégustation à l'aveugle, c'est l'école de l'humilité et c'est surtout se dire j'étais loin ou pas loin, peu importe, mais j'ai pris du plaisir à commenter le vin. Il y a une règle dans la dégustation à l'aveugle. Il vaut mieux connaître le vin que le reconnaître. Fondamentalement, j'aime beaucoup cette boisson. Elle représente tout ce que j'aime dans la vie et surtout, c'est la seule machine à remonter le temps. On s'imagine toujours le passé quand on boit des verres de vin. On s'imagine aussi l'avenir. L'avenir autour d'une bouteille de vin ne peut pas être négatif ni être noir. Hello les glouters, j'espère que vous allez bien. Si vous pouviez remonter le temps ou contempler l'avenir, où iriez-vous ? Quel paysage choisiriez-vous ? Quel parfum, quelle couleur et quelles émotions vous envelopperaient ? Auprès de qui ? Je vous le demande. C'est en tout cas une somme de questions intimes que soulève parfois l'acte de la dégustation. Nous plongeons alors dans les recoins de notre mémoire, dans des espaces douillés qu'il est bon de côtoyer. Essayez, vous verrez. Pour cette nouvelle émission, je vous propose de découvrir ensemble ce que le vin dit de David Birot. Pour Glouglou, ce haut lieutenant de la sommellerie française, aux multiples distinctions, s'ouvre comme un grand vin et nous partage avec ferveur sa passion pour cette boisson fermentée. David nous amène avec lui dans les cuisines des grands chefs auprès desquels il a forgé sa carrière. D'Alain Passard à Thierry Marx, en passant par Jean-François Piège, toujours au service de la gastronomie et des convives. On parle vin, bien sûr, transmission aussi, le tout avec générosité et humilité. Cerise sur le gâteau, on vous réserve une dégustation à l'aveugle, digne des plus grands concours mondiaux. Let's go! Je m'appelle Peeves, j'aime profondément les gens passionnés. Nul doute que celle de David saura en inspirer plus d'un. Allez, top générique! Bonjour à tous, c'est Peeves. Vous écoutez Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités. Hello les amis et bienvenue sur Glouglou pour une nouvelle émission. Je suis très heureux de vous retrouver et de me retrouver moi-même en face d'une nouvelle personnalité inspirante qui est certainement l'un de nos tout plus grands chefs sommeliers français. Bonjour David, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très très bien. Bon, alors tu nous accueilles dans un endroit un petit peu particulier qui est ton nouveau chez toi. Oui, nous sommes ici au campus de Bordeaux-Talence, le campus Kedge Business School, dans lequel se trouve une partie de la Wine School, puisque j'ai pris mes fonctions de directeur de la Wine School il y a quelques temps maintenant. C'est une opportunité pour moi, comme je te le disais, de mettre mes premiers pieds, alors non pas à l'école, j'ai quand même suivi un petit chemin école maternelle, école primaire, tu t'en doutes, mais de me retrouver ici à Kedge, qui est la grande université de Bordeaux, où effectivement, c'est un lieu où on forme plein de jeunes étudiants et futurs professionnels pour la branche du vin. Super intéressant. Tu le sais, sur Glouglou, l'idée, ça va être de découvrir ce que le vin dit de toi. Oui. À travers ton expérience, tes mots, ta sensibilité. C'est évidemment de passer un bon moment ensemble. Et donc, j'ai très envie de te demander quelque chose de simple. C'est l'étiquette de l'invité. Te présenter à nos auditrices et auditeurs. Très bien. Donc, David Birot, sommelier, puisque c'est une profession pour laquelle une vie ne suffit pas. Donc, à partir du moment où j'ai décidé de devenir sommelier, je le serai jusqu'à la fin de mes jours. Mais néanmoins, à l'heure actuelle, directeur de la Kedge Wine School. Mais auparavant, en faisant un petit feedback, sorti du collège, originaire de Vendée, ayant envie de devenir chef de cuisine. Donc, je demande à mes parents de rentrer en école hôtelière. Grande surprise, puisque je n'ai absolument personne dans la famille qui est issu de la restauration, ni même du monde viticole, mais absolument personne. C'est pas pour ça qu'on mangeait mal à la maison, bien au contraire, on a toujours très bien mangé, à la maison et chez les grands-mères. Et puis on a toujours eu du vin, papa a toujours du vin dans sa cave, et ça a toujours fait partie de notre quotidien. Donc à l'issue de mes années collège, je rentre dans un lycée hôtelier à La Roche-sur-Yon pour devenir chef de cuisine, puisque c'était une idée fixe, devenir un chef. Donc j'apprends tous les fondamentaux et toutes les bases concernant la cuisine. Manipulation des couteaux et ainsi de suite, les recettes traditionnelles. Et
par la suite, je voulais aussi voir du pays. Alors pas me diriger vers l'étranger, mais peut-être sortir de ma Vendée natale. Et je me suis orienté à l'école hôtelière de Talence, à, 3-4 minutes à pied de la Kedge Business School. C'est assez incroyable, on dirait qu'il y a des hasards qui sont les bienvenus, et moi je dis toujours, il n'y a pas de hasard dans la vie. En fait, tout vient à qui s'est patienté. Donc, école hôtelière de Talence. Et l'école hôtelière de Talence, je continue toujours en fait mes diplômes en tant que cuisinier. Donc j'apprends beaucoup, puisqu'à l'époque, les diplômes dans nos écoles hôtelières étaient extrêmement professionnalisants, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de cuisine. Et comme il fallait aussi gagner un petit peu sa vie, c'était de faire des extras. Et comme le vignoble bordelais est aux portes de Talence, il y avait beaucoup de traiteurs qui faisaient appel à des jeunes de l'école hôtelière pour servir les samedis et les dimanches. Et nous étions accueillis dignement, même royalement, dans des châteaux et pas des moindres, pour faire le service du vin ou le service des plats. Et ça permettait de faire ce qu'on appelle, nous, dans le monde de la restauration, des extras pour aussi gagner sa vie. C'était les petits boulots, en fait, du monde étudiant de la restauration. Et ça m'a permis aussi de voir en fait la dimension des grands châteaux et surtout de servir des grands vins. J'ai un très très beau souvenir, j'ai servi les vins au mariage de Philippe de Rothschild en la présence de Philippine à l'époque qui était toujours de ce monde et puis de Robert Mondavi et j'ai des souvenirs absolument grandioses en fait de service dans les châteaux. Donc les diplômes de cuisine en poche, ça serait bien de rajouter une mention sommellerie. Pourquoi ? Parce que je ne concevais pas manger sans associer les vins. Donc je rajoute une mention sommellerie que j'ai passée au lycée hôtelier de Talence. Et ça a été une révélation parce que les notes étaient toujours aussi bonnes, la passion encore plus installée, parce que je ne quittais pas la cuisine, j'avais besoin de mes notions de cuisine pour les accords mets et vins. Par contre, j'apprenais tout ce qui concerne le monde viticole et la dégustation. Et en plus, avoir les opportunités d'aller voir la taille, le soutirage, le collage et ainsi de suite, à la Mission Brion, à Pape Clément, à Château Raoul, j'en passe et des meilleurs, c'était quand même extrêmement gratifiant pour nous, jeunes, d'être au contact direct avec le monde viticole. Mention sommellerie en poche, le monde du travail. J'avais fait un stage à l'hôtel de Crillon à Paris en sommellerie, ça m'avait énormément plu. Je dis, allez, on va à Paris. Pourquoi Paris ? C'est la capitale. J'avais déjà une notion de grande ville avec Bordeaux, même si Bordeaux a peut-être un côté un peu plus aérien, un peu moins étouffant, si je puis dire, par rapport à Paris en termes de dimension. Mais c'était tout bête. Je me suis dit, si je vais à Paris, j'aurai l'occasion de travailler dans plusieurs restaurants sans déménager. Je ne sais pas pourquoi. Je me souvenais de ça. Je garde mon studio. Les années se suivent et j'ai visité pas mal d'arrondissements à Paris pour y habiter. Mais direction Paris, pour trouver du travail, j'ai toqué à la porte de l'hôtel de Crillon, sait-on jamais, j'avais fait mon stage, donc peut-être, une petite ouverture. Eh non, patatras, la brigade de sommellerie était totalement complète à l'hôtel de Crillon. Je prends le guide Michelin, j'envoie des CV aux 2 et 3 étoiles Michelin. Je n'ai aucune réponse positive, sauf une. Le restaurant Arpège, Alain Passard. Et donc Alain Passard Le fameux Alain Passard. Très connu notamment pour une recette assez mythique autour de l'asperge. Oui, c'est vrai, mais moi à cette époque, j'ai d'autres recettes qu'il n'a peut-être plus... Oui, ça a beaucoup bougé. Sa cuisine, son univers a complètement évolué. C'est un visionnaire, ce chef, vraiment. Je pense qu'il a un coup d'avance par rapport aux autres, parce que voilà, il se refuse rien. Donc Alain Passard me prend en tant que commis sommelier et je démarre ma carrière en sommellerie au bas de l'échelle en tant que commis et ça me va très bien. Et je découvre en fait le monde des clients parisiens. Et donc là, nous sommes en 1994. Exact. Tu y resteras 1 an. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien mettre un peu, tu vois, des dates, la timeline. Je trouvais ça rigolo quand je préparais notre moment, notre rencontre, de me dire que moi, à cette époque-là, j'avais 4 ans. Et je devais arrêter, ça faisait peut-être 2 ans que j'avais arrêté de boire du biberon, mais toi, t'arrivais déjà à l'Arpège, qui était déjà un lieu où il y avait
qu'il se passe quelque chose, quoi. Tu Oui, sentais oui. qu'il se passait quelque chose. Bon, c'était sûr, la carte des vins était magnifique, on débouchait des bouteilles mais mythiques, c'est là où j'ai eu ma révélation avec un Magnum de Cheval Blanc 47, une demi-bouteille de Château d'Yquem 1893, et j'en passais des meilleurs. Ça a été la découverte de Château Valandreau, ses premiers millésimes 1991, qui étaient les prémices de ce qu'on a appelé après les vins de garage, mais en fait j'ai bu Paul Roger 1919, ça a été mon quotidien pendant un an. Là, tu mets les bases. Ouais. Des bases mais hyper élevées, Wow. sortant de l'école. Ouais. Et là, un appel téléphonique, l'hôtel de Crillon, un poste de sommelier se libère. Est-ce que, David, tu souhaites nous rejoindre ? Oui. J'avais fait 1 an à l'Arpège. C'était une évolution dans la hiérarchie. Puis c'était un palace qui m'avait fait rêver. Donc j'intègre en 1995, fin 95, l'hôtel de Crillon en tant que sommelier, dans une brigade de 5 personnes. Donc j'étais le numéro 3. Et les années passent, je deviens second sommelier sous les ordres de Frédéric Lebel, mon chef sommelier de l'époque. Frédéric Lebel décide de quitter l'hôtel de Crillon. À 28 ans, le directeur général, M. Philippe Leboeuf, me convoque en me disant « David, je n'ai pas pour l'instant cherché de remplaçant à votre ancien chef sommelier. Je voudrais quand même vous poser la question avant. Est-ce que cela vous intéresse de devenir chef sommelier ?» Alors là, je regarde M. Leboeuf et... je lui dis, Monsieur Leboeuf, j'ai 28 ans, la cave pèse 4,5 millions. Est-ce que je n'ai jamais acheté de vin ? Est-ce que j'ai ces compétences ? Et là, Monsieur Leboeuf me dit, David, vous apprendrez par vous-même à acheter du vin et à gérer la cave. Nous avons des personnes dans cet établissement qui seront là pour vous épauler. Par contre, moi, ce que je veux, c'est un chef sommelier de terrain qui connaisse la clientèle et qui sache animer une salle de restaurant, et ça, vous savez faire. Donc, je suis sorti du bureau en lui disant « Oui, j'accepte ». Donc, en 2000, fin 99, début 2000, je deviens chef sommelier. Et là, j'y reste parce qu'en fait, la durée totale de mon expérience à l'hôtel de Crillon a duré 16 ans, mais j'ai 11 ans en tant que chef sommelier. Là, tu n'as pas parlé, mais il y a des grands chefs. C'est ce que j'allais dire. Pendant les 16 ans. Exactement. Il y en a certains qui m'ont posé la question « Mais tu ne t'ennuies pas au bout de 16 ans ?» Et je dis « Mais pas du tout, pas du tout. » Je suis arrivé, c'était Christian Constant. En chef. Christian Constant, l'un de ses seconds, c'était Jean-François Rouquette, Jean Chauvel. Nous avions aussi Éric Fréchon. Bon, quand on voit ce que sont devenus ces chefs, quel formateur, Monsieur Constant, quel formateur. Ensuite, j'ai eu l'arrivée de Dominique Boucher, qui arrivait de la Tour d'Argent. Magnifique, très très belle collaboration avec Dominique Boucher. Jean-François Piège. Là encore, Jean-François Piège nous a tirés mais vers le haut. On était aux portes des 3 étoiles. Ça a été une période mais incroyable. Grand passionné de vin. Grand passionné de vin, et tous les autres chefs de la planète sont venus dans cette salle des ambassadeurs pour voir ce qui s'y passait. Incroyable. Et ensuite, quand Jean-François Piège est parti, Christopher H a pris ses fonctions. Nous avions pas d'étoiles quand Christopher H est arrivé, parce qu'il y a eu le départ de Piège avec 2 étoiles. Donc il a fallu se remettre au travail. Et quand j'ai quitté en fait l'hôtel de Crillon, nous avions obtenu une étoile avec Christopher. Et entre-temps, il y a un autre grand chef français qui est venu me chercher, Thierry Marx. Donc Thierry Marx, il me dit « David, est-ce que vous souhaitez faire l'ouverture du Mandarin Oriental à Paris, donc à 2 minutes à pied du Crillon ?» Oui, pourquoi pas, mais encore, je vous voudrais en tant que chef sommelier, sachez qu'il n'y a rien en cave, il y a tout à faire. Ah oui, ok, bon, très bien, oui, ça m'intéresse, chef. Allez, 16 ans de Crillon, j'avais fait ce qu'il fallait faire. Je pouvais partir avec ce sentiment de devoir accompli. Je fais l'ouverture du Mandarin Oriental. Et avant cela, c'est vrai que Thierry Marx me dit « Mais j'ai aussi un autre projet pour vous. » Ah bon, je suis déjà chef sommelier, vous me prenez en tant que chef sommelier ? Il dit « Oui, mais je n'ai pas en fait cherché de directeur de restaurant. Donc je souhaiterais vous proposer la double casquette. » Alors, ce n'était pas du tout une ambition pour moi de gérer l'intégralité d'une salle de restaurant gastronomique, pas du tout. Et il y en a un qui le fait très bien, là, depuis tellement d'années, c'est Éric Baumard, et je suis très admiratif parce que c'est un poste qu'il a pris en 99 à la réouverture du Georges V. Et ça, c'était pas du tout un plan de carrière que j'avais imaginé. Mais j'ai posé quelques questions à Thierry Marx en lui disant le format du restaurant, 35 couverts maxi, ok. Combien de personnes en salle, en sommellerie ? On penche sur 15 personnes, brigade totale.
Des jours de fermeture fixe, oui, dimanche, lundi, ok. Ouvert midi et soir, oui, ouvert midi et soir, ok. Oui, ça me va. Ça me va parce que petite équipe, ambiance familiale, gestion plutôt extrêmement proche, avec aussi peu en équipe, ça m'intéresse. Allez, je relève le défi. Donc, on ouvre en 2011, fin juin 2011, le Mandarin Oriental, et en l'occurrence, le restaurant sur mesure, par Thierry Marx. Et là, j'y reste pendant 14 ans. Parce qu'on a obtenu tout de suite les 2 étoiles en 2012, en février-mars 2012, à la sortie du guide. Donc nous avons été très 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 contents d'obtenir 2 étoiles directes. Et voilà, j'estime que nous avons maintenu ces 2 étoiles pendant 14 ans, jusque malheureusement la fermeture et l'arrêt de ce restaurant sur mesure avec le départ de Thierry Marx et la volonté là dans le futur de rénover en fait le Mandarin Oriental. Mais entre-temps, l'année dernière, il y a Kedge Business School qui prend contact avec moi pour me présenter ce poste de directeur de la Kedge Wine School. Grande surprise, parce que je comprenais pas qu'ils viennent me chercher, moi, un pur produit de la restauration pour une école de commerce. Et en fait, mon prédécesseur, Jérémy Kuckerman, Master of Wine, m'avait expliqué quels étaient en fait les contours du poste. Et surtout, Kedge souhaitait peut-être mettre une orientation un peu plus terrain, restaurant, mise en scène du vin, accord mets et vin, et qui plus est, expérience de palace, c'est-à-dire ce monde de l'exigence, ce monde de la précision, de l'attention apportée aux clients et à l'environnement. Donc, pour eux, c'était pas du tout un handicap, ma méconnaissance de l'enseignement supérieur. J'ai réfléchi et puis après cette courte réflexion, je me suis dit, mais ça pourrait être, c'est vrai, un nouvel opus de ma carrière professionnelle qui peut être très intéressant. Pourquoi ? Pour la transmission. L'arc de la transmission, Ouais. J'allais te choper là-dessus, effectivement. Ah ouais, la transmission, le partage d'expérience, le vécu et surtout avoir cette opportunité de parler vin spiritueux en termes d'efficacité dans la vente, relationnel client, mais relationnel fournisseur, relationnel vigneron, composition d'une carte, gestion de la cave et ainsi de suite, fixation des prix, à des étudiants qui ne demandent que ça, et surtout les avoir sur une bonne durée pour leur enseigner tout ça. Parce que la difficulté actuelle, parce que malheureusement ça n'a pas encore tout à fait changé, c'est les difficultés de recruter dans le monde de la restauration. Donc quand on est un petit peu en souffrance dans le recrutement, on travaille un peu plus. Quand on travaille un peu plus, on est fatigué. Quand on est un peu plus fatigué, c'est pas évident de stimuler les esprits de ses collègues pour rester un peu plus longtemps, pour être formés. Donc les collègues, ils sont observateurs. Ils se forment d'eux-mêmes aussi à nos côtés quand on travaille. Mais néanmoins, avoir des phases de tranquillité et de sérénité pour transmettre son savoir, c'est bien. Et c'est ce qui devient difficile à l'heure actuelle sur le terrain dans le monde de la restauration par rapport à tout ce qui se passe en termes de recrutement. Donc là, j'avais cette possibilité de pouvoir transmettre, échanger et avoir un écho direct avec des étudiants qui viennent à la Kedge Wine School que pour ça. Dans un lieu parfaitement dédié à l'apprentissage. Ouais, dédié à l'apprentissage, exactement. Là, tu as ce calme, tu as cette attention, Ah oui, oui, tu oui. as cette jeunesse dévorante d'envie d'apprendre. Et encore plus, qui plus est, aux côtés d'un grand professionnel, il y a du concret. Je leur raconte plein d'histoires. C'est génial. Et ils aiment ces histoires. Et surtout, ils se rendent compte que ces histoires m'ont permis de grandir et surtout que je ne les ai pas recueillies et surtout je ne les ai pas mises dans un coffre ou un disque dur inaccessible. C'est-à-dire que je souhaite justement échanger avec eux. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et j'imaginais pas avoir cette joie d'intégrer l'enseignement supérieur, mais pour parler vin et spiritueux. Eh bien voilà les Glouters. Bon, je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans vos chemins de vie. Mais en tout cas, sachez que
qu'Edge vous ouvre ses portes et que si vous avez envie de profiter voilà, de cette expérience, de ce savoir, celui de David Birot, notre invité du jour, eh bien c'est possible. Et donc il faudra se renseigner. Je vous mettrai tout ça en description. En tout cas, j'ai envie de dire qu'il s'agit là d'une très belle étiquette, bien généreuse, bien fournie. Je te remercie, David, d'avoir pu tracer ce grand trait pour qu'on comprenne ce parcours. Ça tombe bien. Et on va un petit peu creuser quand même toute cette partie-là. Tu nous as dit beaucoup, mais on va aller justement dans cette précision et les détails. C'est le prochain chapitre, les amis. Racine, jingle. Mon goût est en pleine croissance. Il me faut du vin. Cher David, on va explorer tes racines. Quel est ce premier souvenir lié au vin que tu aurais caché dans un coin de ta tête? Alors, le premier souvenir, il est extrêmement clair. C'est la mise en bouteille du muscadet que papa achetait en vrac, puisque nous sommes originaires de Vendée et le muscadet a toujours fait partie de nos caves, appellation que j'adore. Et donc, la mise bouteille se faisant, le bouchage également, ma mission, c'était de tremper les étiquettes dans le lait et de coller les étiquettes sur les bouteilles, puisque à l'époque, on collait avec du lait. La caséine du lait, en séchant, eh bien, faisait office de colle. Et donc, c'était mon petit plaisir de tremper ces étiquettes et de les avoir sous forme de lambeaux, voilà, un petit peu difforme, tout mou, tout flasque, et que je collais délicatement sur les bouteilles. T'avais quel âge là? C'était avant de rentrer à l'école hôtelière, puisque c'était avant 87, donc allez, peut-être 14-15 ans. Et ça a été justement l'occasion de pouvoir boire un petit verre de muscadet que papa avait décidé de me faire goûter. Donc ça, c'est le souvenir extrêmement concret et le plus précis que j'ai dans mon enfance concernant le contact avec le vin. Ces gestes, cette atmosphère, le partage, justement, une tradition familiale. Tu nous l'as dit aussi en introduction, ton papa avait donc une cave à la maison. Ah oui, il y a toujours. Des vins. Est-ce qu'il y avait du vin assez régulièrement sur la table chez toi? Oui. J'ai toujours connu du vin. Les repas de famille, il y a toujours eu. Il y a toujours eu du champagne, il y a toujours eu des blancs de la Loire et quelques rouges de la Loire, en l'occurrence des Saumurs, des Chinons, mais aussi des Bourgueil, Saint-Nicolas, mais des vins de la région bordelaise, puisque en Vendée, en vin rouge, on boit surtout quand même Loire et Bordeaux. Et en ce qui concerne les vins rosés, les vins des fiefs vendéens, avec du Brème rosé ou du Pissotte rosé. Voilà. Bon, et j'imagine que depuis, tu donnes 2-3 conseils à ton papa pour faire la cave, pour mettre les vins à ta famille. C'est toi qui es un peu l'ambassadeur. Et... Oui, il y a des conseils, surtout des livraisons qui arrivent là-bas en Vendée. Et papa et maman comprennent que ça leur est destiné. Et c'est vrai que de temps en temps, ils achètent de leur côté, mais je ne suis pas forcément pleinement satisfait de leurs achats. Donc c'est important quand je descends que je puisse me réfugier aussi derrière quelques jolis flacons que je leur ai fait livrer. Bon, de jolies racines. Ce qui nous amène à parler terroir. Vous connaissez la chanson? Oui. C'est maintenant, c'est tout de suite, jingle. De grands terroirs impliquent de grandes responsabilités. Glou-glou. Mon cher David, quelle est ta définition du mot terroir? La définition du mot terroir. La tienne? Oui. C'est une définition extrêmement large. D'abord, terroir, c'est la terre. Donc on va parler de sol et même de sous-sol. Sur ce terroir, bien évidemment, quel que soit le produit artisanal qui a été cultivé, on y met une plante, en l'occurrence, dans ma profession, la vigne. Cette vigne, s'installe, survit, vit plutôt bien. Pleine de résilience, la vigne sait s'adapter sous des climats des fois très austères, mais elle gagne toujours au final, on se rend compte. Donc ça, c'est le deuxième aspect du terroir, c'est-à-dire la plante qui s'est installée. Et pour continuer au niveau de la définition pour moi, ce qu'est terroir, c'est aussi la corrélation entre le terroir, la vigne, mais aussi la climatologie. Parce que les climats sont différents en fonction des régions viticoles, et que le résultat sera différent. Et au bout de tout ça, parce que là aussi il y a une notion de terroir,
il y a en fait l'intervention de l'homme. Et je dis bien intervention de l'homme au sens large du terme, parce que, je le dis, il n'y a pas de vin de façon naturelle. C'est-à-dire que si vous laissez la grappe de raisin sur le pied, les conditions climatiques sont belles, ça va se dessécher, puis ça va faire des très très jolis raisins secs. Si les conditions sont pas bonnes, ça va pourrir. Mais que je sache, il n'y a pas de vin qui s'écoule de la grappe si on la laisse sur le pied de vigne. Donc c'est là où j'attire l'attention concernant l'intervention humaine qui est essentielle. Et cette intervention humaine, pourquoi elle fait aussi partie du terroir, c'est que tous les vignobles n'ont pas les mêmes actions ou alors les mêmes façons de vendanger parfois, de vinifier, poursuivre, d'élever et ensuite de laisser maturer. Donc voilà ce que je considère en fait en termes de terroir, c'est tous ces éléments. L'élément rocailleux, l'élément géologique, l'élément végétal, l'élément climatologique et pour terminer, l'élément humain. Voilà, ça c'est ma définition du terroir. Et j'imagine qu'en étant basé à Paris, aussi bien au Crillon qu'au Mandarin, pendant toutes ces années, tu as eu, en fin de compte, une multitude de terroirs, tous les terroirs du monde qui se sont invités à la table de ces beaux établissements, puisque là, on peut faire justement une petite passerelle avec ton métier de chef sommelier ou chef de restauration. Vous recevez quasi quotidiennement, bien souvent, des vignerons, des agents, oui, des commerciaux, oui, vendeurs de vin. Et donc, toi, en étant basé à Paris, ça, c'est assez exceptionnel. Tu as pu déjà, j'imagine, découvrir une multitude de terroirs sensoriels. Oui, une multitude de terroirs sensoriels, ça, c'est certain. Et une multitude aussi de terroirs de discussion avec tous ces vignerons, ces agents et puis ces amoureux du vin. Et ça, Paris est quand même très riche pour ça. Ça reste une plaque tournante française, pas forcément aussi internationale par exemple que Londres, j'ai pu m'en rendre compte. Néanmoins, on progresse plutôt bien à Paris. Et c'est surtout que je n'ai jamais considéré en fait mon métier avec des frontières. Je souhaitais pas de cadre en fait hyper rigide. Donc les fondamentaux français, ça ils y étaient sur les cartes des vins. Et je les servais et je les mettais en avant. J'expliquais il n'y a pas très longtemps que j'ai toujours eu un sauterne au verre parce que j'adore le sauterne et que le sauterne à l'heure actuelle n'est pas forcément le vin de la région bordelaise qui attire les palais. Mais néanmoins, moi j'ai toujours considéré que c'était un bienfait de la nature et que c'était merveilleux. Donc toujours mettre en avant les fondamentaux de notre vignoble français, mais ensuite avoir cette ouverture d'esprit pour se dire waouh, c'est très bon aussi ailleurs, c'est différent ailleurs, c'est surprenant ailleurs, et au final, bon sang, qu'est-ce qu'on a de grands vins en France ? C'est-à-dire, ces éléments de comparaison internationaux nous recentrent aussi concernant la qualité de notre vignoble. Ouais, ça t'a permis aussi de mieux apprécier, en fin de compte. Ah oui, mieux apprécier. Sa juste valeur aussi, cette grande qualité qu'on a chez nous et cette chance folle. Oui. C'est dingue sur un si petit territoire en fin de compte. Oui, c'est un si petit territoire, c'est vrai, à l'échelle de la planète, mais c'est surtout, on se rend compte que ce positionnement de pays par rapport à la Méditerranée, à l'Atlantique, aux chaînes de montagnes, c'est absolument incroyable ce qui s'y passe. Et puis la diversité géologique où ça a été... à mon avis, un sacré chamboulement fut un temps où tout se décollait, tout se s'entrechoquait, tout explosait. Bon, il n'y avait pas de nature humaine à l'époque, mais c'est quand même un pays et un continent, je dirais, au sens large, qui est assez fantastique pour le vin. Combien de domaines penses-tu avoir visité dans ta vie ? Combien de domaines, je suis incapable de dire. J'ai jamais compté. Parce qu'on est passé assez rapidement dessus, mais il me semble que tu as quand même décroché le titre de meilleur sommelier français en 2002. Le titre de MOF, meilleur ouvrier de France, en 2004. Oui. Je trouve ça exceptionnel. Tu finiras deuxième du concours très sélect du meilleur sommelier européen en 2010 et 2013. Oui, très juste. Et second, soit vice champion du monde. Oui. Waouh. Et donc là, j'imagine qu'il y a une formation de malade. On y reviendra dans la consommation, dans le chapitre Gamma GT. Mais justement, beaucoup de déplacements. Oui. Tu disais, tu as des chefs qui voulaient un chef sommelier terrain. Donc le déplacement, aller à la rencontre des vignerons. C'est pour ça que je te posais cette question. Je me dis,
David, je ne sais pas combien de domaines tu as dû visiter, toutes les régions. Est-ce qu'il y en a une qui t'a laissé justement une émotion particulière, sans dire voilà ta préférence, mais un contact, une découverte qui t'a laissé une empreinte assez indélébile en fin de compte? Concernant les vignobles, c'est toujours très difficile pour moi déjà de les quantifier au niveau visite, mais aussi de faire des choix parce que la vallée du Douro pour le Portugal est incroyablement belle. En Vara ou en Autriche avec le Danube, c'est extraordinaire. La Suisse, la Bourgogne, le Bordelais avec Saint-Émilion et puis la route des crues sur le Médoc. L'Alsace avec ses villages typiques. Donc en fait c'est une succession et j'en terminerai jamais. Je rajoute à ça Santorin aussi en Grèce, le Cap en Afrique du Sud et puis là où je suis devenu vice-champion du monde à Mendoza en Argentine. C'est très très compliqué pour moi d'en choisir un. En fait, je les mets tous sur le même pied d'égalité. Pourquoi ? Parce que tous sont liés à des vrais moments de bonheur et de bonheur de rencontre, de bonheur de dégustation et de bonheur visuel. Donc, je ne voudrais pas faire un classement. Ça serait dommage pour les autres. Et quel impact toutes ces découvertes ont eu sur ton goût ? C'est un impact qui permet de continuer à remplir son disque dur. Parce que quand on démarre la dégustation et quand on démarre la sommellerie, le disque n'est pas totalement vierge, mais il est quand même pas si rempli que ça concernant le vin. Et au fur et à mesure des années, avec les visites et avec les dégustations, ça se remplit. Et donc on se rend compte là aussi qu'on a une capacité de mémorisation et de retenue concernant les vins et tous les moments inoubliables que nous avons dans les vignobles, qui est absolument incroyable. Le cerveau est spectaculaire pour ça. Donc c'est ma vie, c'est tout ce que j'ai aimé faire, et encore, c'est même pas terminé, parce que je voyage encore, mais il faut avouer que ces destinations liées d'abord à l'entraînement, et à être performant pour les compétitions internationales ont été des destinations qui m'ont ouvert l'esprit et surtout qui m'ont fait grandir. Ça fait partie de mon expérience. Et c'est la vertu des voyages et de la curiosité apparemment, et ça on ne le dit jamais assez, ou du moins on le dit souvent ici sur Glouglou, mais restons curieux, n'ayons pas peur de goûter des vins, d'aller vers les uns et les autres, de parler, d'échanger. Tu parlais de terroir, justement de conversation, je trouve ça aussi très intéressant. Et on va parler là cette fois-ci consommation. C'est maintenant, c'est tout de suite Gamma GT Jingle. Glouglou, le podcast à écouter sans modération. Mon cher David, tout va bien ? Oui, très bien. Me voilà rassuré. Alors, je vais te proposer de lever ta manche. On va faire une petite prise de sang maintenant pour calculer tes gamma GT. Ouais. C'est un petit peu obligatoire. On tient à ce que vous ayez une santé de fer. Trêve de plaisanterie. Ce qui va m'intéresser, c'est de connaître justement cette petite fréquence de consommation Glouglou. Fréquence de consommation, 7 jours semaine, qu'en est-elle ? Fréquence de consommation, il y a d'abord la partie professionnelle, qui est une partie pour laquelle on se doit de cracher. Pourquoi ? Parce que sinon, vous entamez sérieusement le capital santé. Et de toute façon, quand on se balade dans les vignobles, certains domaines, c'est 2-3 vins, d'autres, c'est beaucoup plus. Et je prends en l'occurrence les exemples que sont la Bourgogne et l'Alsace. Bon sang, quand vous rentrez chez un vigneron bourguignon, vous avez bien 7 ou 8 vins, facile. Et puis, s'il décide de déboucher des millésimes bouteilles, c'est encore plus. L'Alsace, c'est la même chose. Diversité des cépages, du niveau de sucrosité, du niveau de maturité. Donc, on va des bulles parfois jusqu'au moelleux. Donc, ça, c'est l'acte professionnel. Cet acte professionnel se doit d'être extrêmement précis et surtout extrêmement lié à la santé. Donc, il faut recracher. Et après, consommation de vin, de spiritueux aussi, que j'adore, mais les spiritueux de terroir, auxquels je suis très très attaché. C'est une consommation de week-end, familiale, de vacances. C'est vrai que j'aime aussi, pendant les périodes de vacances, s'il y a la proximité d'un vignoble, aller goûter sur fût et puis ramener certaines bouteilles que je consomme direct, comme ça, pendant la période estivale. Et ça me plaît beaucoup. Donc, il faut surtout être très vigilant quant au rapport pro-perso. Le pro, c'est de la dégustation analytique.
pour se dire, voilà, qu'est-ce que je ferais de ce vin sur mes cartes des vins? Est-ce que je le souhaite? Est-ce que je ne désire pas acheter ces vins-là? Ou alors quel millésime je prends? Tout ça pour réaliser après l'acte commercial dans une salle de restaurant qui est de vendre des verres de vin ou des bouteilles de vin à nos clients et de surtout les faire voyager sans bouger de place. Et puis, cette consommation hédoniste qui est de la consommation en fait plaisir, c'est-à-dire que là, on ingurgite le vin et on boit une part d'histoire, on boit une part d'histoire, on boit des parts d'histoire, là on peut dire au pluriel, des histoires liées à un vignoble, mais aussi les histoires du vigneron. Donc il faut faire la part des choses, il faut avoir une hygiène de vie exemplaire, il faut se discipliner, mais je trouve tout de même que quand on reste dans le monde du vin, il y a une raison. Il y a, moi qui adore la bande dessinée, il y a dans Tintin et Milou, il y a des moments où il y a le petit Milou blanc, Angelot, avec son aube qui est plein de sérénité et puis plein de très bons conseils. Et puis il y a le petit Milou qui est noir, foncé, avec les cornes et qui représente en fait la tentation. Donc il faut savoir justement écouter la partie la plus sereine et la plus sobre en fait vis-à-vis de soi-même. Et je pense que quand on aime le vin, quand on boit du vin et qu'on respecte le produit, on ne cherche pas l'ivresse à l'extrême. Donc on reste dans la vigilance et surtout dans la sobriété. Alors attends, je veux te prendre justement sur ce sujet, l'ivresse à l'extrême. Est-ce que ça peut sous-entendre qu'il y a différents stades à l'ivresse ? Ah oui, moi je pense qu'il y a différents stades à l'ivresse. Et de toute façon, il y a toujours, quand on démarre un repas, il y a toujours déjà le petit côté euphorique parce que on consomme un vin d'apéritif, que ce soit champagne ou vin blanc, ou, peu importe. Mais cette partie apéritive est agrémentée de quelques bouchées. Mais le rapport souvent liquide est plus important que solide quand on démarre un repas. Et c'est pour ça qu'il y a, on est un petit peu émoustillé quand même. Puis après, hop, ça se calme parce qu'on passe à table et puis là on mange plus consistant et puis on offre des flacons, mais le consistant est plus au rendez-vous avec l'entrée et le plat principal et puis même le plateau de fromage. Donc il y a ces petits moments d'euphorie, ces petits moments où on se rend compte que le vin contient de l'alcool, mais c'est une sensation de légèreté aérienne, très nuageuse, et qui correspond à cette douce en fait ivresse, cette douce acceptation de l'alcool du vin, et qui change fondamentalement la perception aussi du vin, parce que j'ai essayé de goûter, j'en ai goûté, c'est pas que j'ai essayé, c'est que j'ai goûté et bu des vins désalcoolisés. Et il y a des réussites ou pas, ça, il faut faire le choix, ça c'est clair, mais il manque un aspect, il manque une part de la personnalité du vin quand on l'a désalcoolisé. Et je trouve que, hormis des vrais problèmes liés à des allergies, peut-être à l'alcool, mais sinon, je suis plus, moi, adepte de la consommation raisonnée, plus que, la non-consommation, comme le dry January et compagnie, qui pour moi correspond à rien. Je préfère me dire, pendant un certain nombre de jours, je ne bois pas de vin, mais je ne veux pas couper totalement ma relation avec le vin sur une longue période. Pour moi, je trouve que ça n'a pas de sens, et puis même, je serais malheureux, je serais triste. Un sens qu'on peut trouver justement sur ces vins sans alcool. C'est vrai que là, depuis 2-3 ans, ça monte, on sent que ça progresse. En fin de compte, pour dire les choses, on sent qu'il y a un vrai marché. Je suis juste un petit peu surpris, étonné qu'on appelle ça vin sans alcool, parce que par définition, le vin, oui, c'est une boisson alcoolisée. Oui. Et dès lors qu'on enlève cet alcool, je sais pas. Qu'en pensez-vous ? Tiens, d'ailleurs, quelle est votre opinion sur cette démarche ? Je suis assez attaché et j'en ai goûté d'excellents et c'est délicieux, avec un goût de raisin très prononcé, où les vins on n'a pas fait une fermentation alcoolique, on l'a pas envoyé en Allemagne pour aller se faire désalcooliser puis revenir en France dans une époque où on est très soucieux du bilan carbone. Enfin, ça me fait franchement rire. Ouais, c'est clair. Sinon, essayez le jus de raisin. Vous verrez, c'est juste splendide. Un beau jus de raisin, bien travaillé, c'est merveilleux. Il existe, qui plus est, des jus de raisin élaborés avec des cépages historiques de certaines appellations françaises. Et ça, c'est génial.
de boire un Cabernet Sauvignon ou un jus de Merlot ou un jus de Chardonnay. Voilà, mais bon, je crois qu'on est assez fort pour créer plein de nouvelles choses, même si aussi force est de constater que, en l'occurrence, ce qu'on appelle encore toujours la bière sans alcool, je sais pas, peut-être que notre sensation, notre perception est, j'ai l'impression, différente d'une certaine manière. Et il y a eu d'énormes progrès faits. Et je pense qu'il y a plein de personnes, de consommateurs qui se régalent avec donc ces soi-disant bières sans alcool et pas uniquement des femmes enceintes. Mais voilà, pour le vin, il y a un petit sujet, d'autant plus quand effectivement on peut aussi juste avoir une consommation équilibrée. Oui, une consommation raisonnée. Ouais. Raisonnée, équilibrée. Écoute, j'ai envie que Glouglou soit, mon cher David, une petite souris. Profiter de ton expérience, de ton parcours pour en savoir un peu plus concernant les entraînements. On a parlé de ces concours. Oui. Meilleur sommelier de France, le concours du meilleur sommelier d'Europe, le concours du meilleur sommelier du monde. Ça demande une exigence folle et beaucoup d'entraînement. C'est là, j'ai l'impression que tu es vraiment dans l'élite, comme un sportif de haut niveau. Dis-nous comment ça se passe. C'est quoi cette fréquence ? Typiquement, pour parler quand même du Saint Graal, le championnat du monde, tu prépares ça sur combien de temps ? C'est combien de vins dégustés ? Alors, concernant les compétitions, on m'a régulièrement posé la question, mais combien de temps il faut pour être prêt pour devenir meilleur sommelier du monde ? En fait, je dirais que mes entraînements pour le meilleur sommelier du monde, sans que je le sache à l'époque, puisque j'étais encore trop jeune, mais ces entraînements ont démarré en 1994 quand j'ai démarré la sommellerie et que je me suis inscrit la première fois au meilleur jeune sommelier de France. Ça a démarré dès le début parce qu'en fait c'est une succession de concours, c'est une succession d'inscriptions avec plus ou moins de réussite, puisque j'ai fait 3 finales de meilleur jeune sommelier de France, j'ai fait 3 finales de meilleur sommelier de France, les 2 avant de les gagner. Donc je me suis chaque fois remis à l'ouvrage pour essayer d'aller le plus haut possible. Ce que je voudrais dire avant d'entamer cette explication concernant les entraînements et le travail à accomplir, c'est que je n'ai jamais voulu faire en fait ces compétitions pour parader et surtout me dire que ma vie de sommelier s'arrêtait à la compétition ultime qui est le meilleur sommelier du monde. Non. J'ai toujours voulu avancer, j'ai toujours surtout voulu mettre en avant le fait que ça me faisait grandir, ça m'apportait beaucoup. Oui, j'ai eu des déceptions, mais qu'à cela ne tienne. J'avais comme Gérard Basset un jour me l'a dit en compétition mondiale en 2010, David, on est dans les cordes sonnées, mais on n'est pas KO. Donc il faut continuer. Et ça, il avait raison. Ces compétitions, en fait, m'ont permis de grandir humainement parlant, et professionnellement parlant. Donc j'ai toujours voulu faire ces compétitions pour essayer de voir jusqu'où j'étais capable d'aller et non pas pour ensuite afficher mes médailles. Pas du tout. Donc ça passe par des entraînements théoriques, donc beaucoup de bachotage. Beaucoup. Donc il faut bien se connaître, il faut savoir comment sa mémoire fonctionne avec des moyens mémotechniques pour retenir, mais on se rend compte que plus on ingurgite de la donnée, plus cette donnée s'empile et puis reste dans la mémoire. Mais ça, il faut bien se connaître. Et il faut avoir une hygiène de vie aussi exemplaire, de savoir quelles sont les phases de repos, combien d'heures, à quel moment, pour savoir à quel moment on va bachoter. Moi, c'était plutôt le matin à la fraîche, jamais le soir. J'étais pas productif. Donc d'abord du bachotage, parce que les compétitions démarrent toujours avec un questionnaire. Et le questionnaire est en relation avec tous les liquides que nous servons dans un restaurant. Et je dis bien tous les liquides. Le vin, les cocktails, les spiritueux, les thés, les cafés, les sakés, absolument, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première partie, la partie théorique. La deuxième partie, c'est la dégustation. La dégustation, essayer de goûter divers et variés. J'ai jamais été à la course à l'échantillon parce qu'on se dit plus j'en goûte, meilleur je serai, ce qui est pour moi archi faux. Il vaut mieux en avoir moins, mais mieux cibler et surtout être attentif quand on les goûte.
Et alors là, est-ce que pour bien préparer ce concours, tu vas cibler des grandes signatures de terroirs, de cépages, ou justement on rentre dans ce détail de l'identité même d'un vigneron, d'une pâte Non, pour les compétitions, il vaut mieux en fait connaître les grands styles et puis les grands marqueurs aromatiques ou gustatifs de tous les vins qui sont produits sur la planète. C'est souvent en finale qu'il peut y avoir un vin iconique qui soit mis en avant. Mais avant, il faut connaître ses bases. Voilà. Donc non, on reste plutôt assez classique. Et après la dégustation, c'est la pratique, puisque c'est le concours de meilleurs sommeliers du monde, de meilleurs sommeliers d'Europe. J'y tiens. Le métier de sommelier se pratique dans les salles de restaurant et puis aussi chez les cavistes, parce qu'il y a des très bons sommeliers cavistes. Donc ça veut dire la pratique, la mise en scène du vin. Et cette mise en scène, elle est hyper importante. Température de service, aération, service de l'effervescent, décantation, carafage, stockage, voilà, tout ce que le sommelier fait au quotidien. Et puis on terminera par aussi l'aspect gestion, avec quelques questions sur la gestion des stocks, sur la rotation des stocks, sur les livraisons, sur le rangement, sur la fixation des prix sur une carte de restaurant, au verre, à la bouteille. C'est notre quotidien. Donc, et puis les corrections de cartes des vins aussi, parce que les corrections de cartes des vins, il faut lire 1 fois, 2 fois, 3 fois pour essayer de récupérer toutes les coquilles et ne pas présenter une carte avec quelques petites erreurs. Le jury vous met plus quelques coquilles justement sur cette carte des vins et à vous de les repérer. Et tout ça, à chaque fois, c'est timé. Tout est timé. On n'est pas chez soi. On n'a qu'une partie de son matériel, c'est-à-dire le matériel qu'on a avec soi, sur soi, dans son tenue de service. Mais sinon, on ne sait pas où nous sommes parachutés. On ne sait pas comment va être la console, quel type de carafe. Donc, tout est timé et il faut surtout avoir cette réactivité et surtout s'adapter là à l'instant T. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on fait. Et puis, c'est pas de l'improvisation. C'est en fait de l'application de tous les réflexes qu'on a dans une salle de restaurant. Et c'est pour ça que plus on travaille aussi en restaurant, mieux on réagit concernant certains ateliers qui sont parfois hyper serrés en timing. Donc, le naturel revient, on dit. Donc très très important d'avoir une partie pratique. Moi, ce qui me frappe et ce qui me touche, même qui m'émeut, c'est de voir, et j'ai eu récemment la chance de pouvoir m'asseoir à la table de l'assiette champenoise pour découvrir Arnaud Lallemand, voilà, qui est passé par ce micro, et donc on a découvert le homard au Sauterne. Voilà, son homard, le homard de papa, fabuleux. Mais c'est de voir en fin de compte l'application d'une équipe, d'une brigade, aussi bien en cuisine qu'en salle. Et là, je pense à la salle, évidemment. C'était ton cœur de métier. Oui. L'exigence, la précision, toutes ces composantes qui t'ont permis, toi, d'être beaucoup plus confortable et de performer d'ailleurs dans ces concours. Tu l'as dit, c'est ton expérience. Tu t'es servi ça, c'est ça ton premier entraînement. Mais que vous atteigniez un certain degré où on obtient la décontraction. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Oui. De voir, des gens, des femmes, des hommes, tranquilles. Et parce que le but, c'est de nous faire passer un bon moment. Ah, mais totalement. Et ça a été le fil rouge de ma carrière professionnelle, puisque en tant que directeur de restaurant, chef sommelier, je n'ai pas eu tout le temps que des moments faciles dans une salle de restaurant. J'ai eu des moments compliqués. Néanmoins, quand vraiment ça s'énervait pour des raisons justifiées ou non, mais je disais aux clients, mais vous savez, moi je ne suis là que pour vous faire passer un beau moment. Ça ne vous convient pas, j'entends. Dites-moi ce que je peux faire pour que ça vous convienne. Nous nous sommes trompés, oui, nous allons récupérer notre erreur. Mais s'il vous plaît, détendez-vous. Si je pouvais faire un reset et vous accueillir à nouveau à l'entrée du restaurant, je le ferais. Mais je ne peux pas, vous êtes déjà installé et ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait, ni pour vous, ni pour nous. Donc, sachez que moi, je suis là que pour votre bonheur. Quand je dis à mes sommeliers ou mes anciens de salle, je leur dis, nous sommes des marchands de bonheur et c'est une vérité. Moi, je ne veux le mal de personne dans une salle de restaurant. Bien au contraire, je veux le bien pour tout le monde, le bien gustatif et le bien dans l'environnement, dans l'atmosphère.
Ouais, et ça, c'est franchement fascinant. En tout cas, c'est là où, je pense, on touche du doigt réellement voilà, ce métier qui est très exigeant et qui vous nous permettez, et à des convives du monde entier. C'est ce qui fait peut-être aussi l'une des grandes forces quand même de notre beau pays, la France. Oui, et c'est le métier de sommelier, c'est un métier extraordinaire, mais c'est un métier de commerce, il ne faut pas l'oublier. Et moi, je dis toujours à ceux qui veulent se lancer un jour et qui veulent monter leur propre établissement, si vous n'accueillez pas avec le sourire, si vous n'avez pas envie d'ouvrir les bras, d'ouvrir une porte et d'installer confortablement vos clients pour leur faire plaisir, ce qui va vous faire plaisir, qui va vous faire sourire et vous faire dire à la fin de la journée « Waouh, je suis fatigué, mais quel moment, waouh !» Eh bien, il ne faut pas monter un restaurant, il ne faut pas ouvrir une cave, il ne faut pas faire un métier de commerce. C'est cette exigence, les amis, d'être là au rendez-vous, à chaque service, d'avoir le sourire et la volonté de faire plaisir. Moi, c'est ce qui me fascine dans cette profession, ces nombreux talents, ces pépites et cette qualité humaine, cette chaleur humaine qu'on va aller rechercher, voilà, tantôt chez un bon tenancier, dans la cuisine d'un grand chef, auprès d'un chef sommelier, d'un sommelier, juste d'une personne qui a envie de vous accompagner, Oui. avec décontraction. Bon, je te remercie. C'est franchement sympa de pouvoir être un peu à ta place. Et quelles ont été d'ailleurs, toi, c'est peut-être ces montagnes quand même que tu as dû franchir pour participer à ces concours? Parce qu'à côté, quand même, tu as le boulot. Oui. Donc, j'imagine, c'est... La boulot, et il ne faut pas oublier la famille. En fait, c'est 3 agendas qu'il faut caler, qu'il faut organiser dans une journée. 3 agendas. Donc, il y a le matin de bonne heure, c'était les révisions à la fraîche. Le lever de mes filles, m'occuper de mes filles, ensuite aller au travail, faire mon service du déjeuner. L'après-midi, soit bachoter, soit aller m'entraîner chez des collègues sommeliers dans d'autres restaurants pour varier les environnements. Le soir, c'est revenir travailler pour le service du soir et puis aller se coucher. Et donc, en période d'entraînement, puisque pour les compétitions internationales, j'essayais d'entamer les phases d'entraînement 1 an à l'avance. Au-delà d'1 an, c'est compliqué parce qu'on peut avoir une certaine usure psychologique. Donc, il faut être vigilant avec ça et c'est surtout un équilibre qu'il faut trouver. Parce qu'une famille, je pense sur une année, à partir du moment où elle est avertie, c'est acceptable. Au-delà d'1 an, ça devient difficilement supportable. Donc, il faut une adhésion totale de sa famille et toutes les décisions que j'ai pu prendre en inscription de concours de meilleur sommelier d'Europe ou du monde, étaient des décisions collégiales de famille. Et c'est pour ça que je le dis, je n'ai pas arrêté la compétition en 2019 avec de l'aigreur et un sentiment de devoir non accompli. Pas du tout. C'était décidé en famille que ce serait la dernière compétition. Tu t'es fait ta dernière danse. Oui. En 2019. Oui. Et donc, et t'en as aussi, j'imagine, tiré plein de choses, justement, parce que c'est ton but. Mais bien sûr, je suis arrivé en demi-finale. Je n'ai pas accédé à la finale comme je le souhaitais. La demi-finale n'était pas faite pour moi. Il y avait quelques épreuves pour lesquelles je n'étais pas entraîné, et je le reconnais. Mais je n'ai aucune aigreur vis-à-vis de ça. J'étais ravi d'être dans les, je ne sais plus, je crois qu'on était 17 ou 19 à Anvers en demi-finale. Ravi d'être dans la poignée de 20 meilleurs sommeliers du monde. J'aurais aimé faire la finale parce que la finale était plutôt assez calibrée pour ce que je savais faire, pour ce que je sais faire, mais pas du tout d'aigreur. Et à la fin, on avait un tablier, je me souviens, un tablier des sponsors, tablier du meilleur sommet du monde en Belgique, que j'ai retiré, et autour de mes amis de la famille, j'ai plié ce tablier, et puis il y a un copain qui a fait ce bout de film, et puis ça a été le terme, je rends mon tablier, parce que c'était le cas, c'était ma dernière compétition. Et je l'ai vécu comme ça, mais je l'ai très bien vécu. Il y a eu, c'est vrai, un peu de nostalgie et quelques larmes, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui me connaissait et qui était venu à Anvers pour voir ma dernière compétition, parce qu'ils savaient que c'était ma dernière compétition. Mais je n'ai absolument pas de regrets, parce que j'ai accompli tout ce que je pouvais accomplir en termes de compétition sommellerie. Et j'ai représenté notre pays, ce dont je suis très fier
pendant 10 ans. J'ai fait 3 concours européens, 4 concours mondiaux. Et j'ai ramené, sur les 4 concours mondiaux, 2 médailles et puis 3 médailles Europe. Donc, sur toutes ces participations, j'ai ramené quelques breloques, comme on dit. Et grâce à Thierry Marx et puis son environnement aussi très sportif, j'ai pu discuter par chance, mais aussi parce que le monde professionnel me l'a donné, cette chance. J'ai pu discuter avec Teddy Riner, avec Martin Fourcade, avec Élodie Clouvel, qui sont des champions hors pair. Et moi, je leur ai dit, mais quand vous ramenez une médaille olympique, qu'elle soit bronze, argent et or, c'est quand même extrêmement gratifiant. Et là, j'ai Teddy Riner qui me dit, mais David, mais bien évidemment. J'ai cru qu'il allait dire, David, voyons, je n'ai ramené que de l'or à la maison. Et non, parce qu'il y a surtout un très bon exemple concernant, c'est que l'une de ces Olympiades, si mes souvenirs sont bons, c'est à Tokyo, il brigue l'or et malheureusement, il ne va pas jusqu'à l'or en individuel, mais par contre, il y a une nouvelle catégorie en équipe mixte. Où il va la chercher. Oh, il va la chercher, puis mais c'est phénoménal. Il tire tout le monde avec lui, puis alors, c'est un embrasement total. Et là, il m'a dit, mais quelle fierté de ramener, quelle que soit la médaille, de ramener une médaille parce qu'on est parmi les 3 meilleurs de la planète. Les 3 meilleurs de la planète par rapport à tous les sportifs qui essayent d'atteindre ce niveau-là. T'imagines, c'est énorme. Donc quand vous entendez ça d'un sportif Teddy Riner que vous servez dans la salle du sur-mesure parce que c'est un copain de Thierry Marx avec ce club des ceintures noires de judo, je dis j'ai le sentiment d'avoir bien accompli un devoir français, cocardier, parce que je suis très fier d'avoir représenté mon pays pendant toutes ces années. Bravo, chapeau bas, David. Et puis, fier de toi, j'imagine, juste pour toi, parce que tu es allé chercher des choses. Tu disais que ça t'a permis d'apprendre des choses sur toi. Ouais. Est-ce qu'il y aura une chose là qui te saute aux yeux, peut-être la plus évidente? Qu'est-ce que tu as appris de toi sur la dernière, par exemple? La dernière, c'est le sentiment de plénitude. Parce que ce n'était pas forcément le score que je souhaitais. Je voulais faire une dernière finale mondiale. Mais j'étais heureux d'avoir fait cette compétition. Et j'ai senti surtout que, il était temps. Et donc, j'ai vécu, en fait, cette compétition en me disant, ça y est, j'ai fait ce que j'avais décidé de faire, avec médaille d'or ou pas, mais ce sentiment du devoir accompli. Donc la plénitude et la sérénité quand j'ai arrêté la compétition. C'est pas mal, c'est un joli Graal. Tu me donnes envie, évidemment, vu qu'on rentre dans ce moment de plénitude, de parler de tes coups de cœur, de tes grandes affections. C'est maintenant, c'est tout de suite, jingle. Glou-glou, pour l'amour du goût. Alors ce petit cœur qui bat que vous entendez, c'est celui de notre invité du jour, David Birot, l'un de nos plus grand chef sommelier français, aujourd'hui président directeur de Ketch Business School, la Wine School de Ketch, département 20. Oui, département 20, la Wine School. Et tu nous fais le plaisir justement de nous recevoir ici à Talence, à l'université. David, là ce qui va m'intéresser, c'est d'en savoir plus, évidemment, sur tes coups de cœur, tes coups de foudre. Ça peut être liquide, ça peut être aussi humain, l'un et l'autre vont de pair. Quelle serait cette bouteille ou ce souvenir, immortel, cette anecdote que tu aimerais nous confier? Oui, il y en a, alors, en termes d'anecdotes, il y en a beaucoup, mais il y en a une dans ma carrière professionnelle qui est très touchante. C'est un rendez-vous dégustation au domaine de la Romanée Conti. Ce n'est pas chose aisée d'avoir porte ouverte, ce que l'on peut comprendre. Ils sont sollicités par des millions de personnes. Les vins sont produits en petite quantité. Néanmoins, quand on est restaurateur allocataire, on a cette possibilité, en demandant un rendez-vous, possible ou non, mais de pouvoir aller goûter là-bas sur place et de se rendre compte de l'environnement. Et donc, j'arrive, on était un petit groupe de sommeliers, on était 4 ou 5, guère plus, je me souviens, petit format. Et donc, on arrive et puis Monsieur Noblet, l'éminent et puis une des matières grises incroyables du domaine de la Romanée Conti qui entame la dégustation. Et là, qui nous voyons arriver? Aubert de Vilaine, l'un des co-gérants du domaine de la Romanée Conti, et il nous salue. Alors très très impressionné. Là, Aubert de Vilaine par rapport à ce qu'il représente. Et puis
Moi, j'ai souvenir de beaucoup de ses interviews parce que j'ai lu beaucoup sur lui et sur le domaine et qu'il a été pendant des années sans gagner un sou avec ce domaine et que ça a commencé à gagner un petit peu d'argent. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est en 72, qui est mon année de naissance, qui est un millésime qui est globalement pourri et pas si inintéressant que ça en côte de nuit, comme par hasard. Mais ça c'est un vrai souvenir que d'entendre dire une personne iconique du monde du vin dire qu'il a été aussi des années à manger du pain noir. Il arrive, et puis il nous salue. Et là, il nous dit, voilà, j'arrive de voyage. Puis il se propose de continuer la dégustation avec nous. Alors, magique, parce que pas d'échappatoire, et il reste à nos côtés. Waouh, quel honneur. On fait quelques dégustations, et puis il dit, ça fait longtemps que j'ai pas goûté mes bébés. Allez hop, on refait une série sur le précédent millésime, mais sur fût. Et nous voilà, goûter plus qu'on aurait imaginé, parce que Aubert de Vilaine avait ce manque, de par le voyage qu'il venait d'effectuer, ce manque gustatif, aromatique, et puis ce manque charnel de se dire « j'aimerais bien voir comment évoluent mes petits bébés dans chacun des fûts ». Et nous voilà repartis à nouveau avec la pipette en train de déguster. Et puis ça s'est terminé avec quelques moments d'anthologie et quelques flacons bouchés, anciens. Et je me souviens, il y avait la Tâche 90. Et puis ce fameux bâtard Montrachet qu'ils ne servent uniquement là-bas qu'au domaine parce qu'il y a très peu de production et ça ne se vend pas. Donc c'est l'occasion de temps à autre de se dire waouh, quel moment je passe. Et je répète toujours, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est-à-dire que les personnes sont faites pour se rencontrer. La Terre est ronde. Donc on marche à un moment donné, on est censé se croiser globalement. Et c'est pour ça que tous ces moments, parce que ça c'est un moment dans ma carrière professionnelle, mais un moment qui correspond aussi bien au plaisir gustatif qu'au plaisir en fait humain, de se dire j'ai passé peut-être beaucoup plus de temps que je n'aurais imaginé dans ma carrière de sommelier aux côtés d'Aubert de Vilaine, à goûter plus que je n'aurais imaginé aussi. Donc ça c'est un des Grand moment. Et puis une photo, forcément aussi une photo à la sortie du chai avec Aubert que je garde précieusement et qui fait partie des clichés absolument incroyables et qui relayeront ma mémoire quand je laisserai tout ça à mes filles et puis tous les descendants. Évidemment, oui, tu as croisé, et tu l'as dit, là, des hommes, des femmes, des vignerons, des vigneronnes qui t'ont forcément marqué. Quels seraient ceux dont tu aimerais nous parler, là, ici et maintenant ? Là encore, il y en a beaucoup, parce que c'est beaucoup de rencontres et c'est beaucoup aussi de moments. Éloi d'Urbach qui nous a quittés. Ma première visite avec mon papa, on arrivait de notre lieu de vacances. Éloi d'Urbach qui ferme les volets, qui ferme toute la maison pour... La maison de Trévalon. De Trévalon, oui. Domaine de Trévalon. Au Beau-de-Provence. Voilà, Beau-de-Provence, ouais. Les Alpilles. Ouais. Et c'est ce moment privilégié là encore où il ferme la maison parce qu'il n'avait pas d'autre rendez-vous et il ne voulait pas qu'on soit importuné. Donc nous voilà en train de faire une petite balade dans le pays provençal, dans le vignoble des Beaux-de-Provence, et puis d'échanger, de discuter. C'est aussi un moment de dégustation avec Jean-Louis Chave et de boire un Hermitage Blanc 67, l'année de naissance de mon frère. 67 n'est pas non plus un des millésimes les plus dithyrambiques. Et tu bois 67 en quelle année à peu près ? C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'était milieu des années 2000, ça. Oui, donc... Ça a été une deuxième ou troisième visite chez Chave. Extraordinaire ? Oui, bien sûr, extraordinaire. Bon, un nectar. Quasiment une texture de miel liquide, une couleur mais brillante et avec des reflets encore un petit peu jaune doré et non pas dans l'ambre ou alors une évolution colorante un peu marquée, pas du tout. Énormément de jeunesse. Et puis il y a aussi des moments aussi dans la région bordelaise, des moments comme j'expliquais. Le fait de servir avec mes petits gants blancs un vieux millésime d'Yquem qui était extrêmement frais au mariage de Philippe de Rothschild, ça marque les esprits.
C'est évident. Ouais, je crois, du moins, c'était un des employés, si ce n'est peut-être le maître de chez, je voudrais pas le mettre dans l'embarras, mais donc de Mouton, qui me confiait que la baronne Philippine de Rothschild avait un crush, un kiff réel, c'était de servir Yquem très frais, pour pas dire givré. Oui. Puisqu'elle organisait chaque année une belle soirée pour tous les salariés, pour toutes les vignerons, tous ceux qui travaillent au château. Donc un beau repas est suivi d'une soirée dansante avec la boule à facettes dans le chai de Mouton. Mhm. Et paraît-il qu'elle prenait un plaisir monstre, justement, à ce que l'on serve ce grand vin de Sauterne, doré, givré, avec les reflets de la boule à facettes. Et je trouve on peut facilement l'imaginer. Je trouve ça Mais fabuleux. Je crois que c'est une histoire vraie. Elle tenait de ça de son papa, Philippe de Rothschild. C'est pour cela que le jour du mariage, on nous a donné donc des gants blancs pour servir le Yquem, qui sortait des cellules de refroidissement pour qu'il soit le plus frais possible, et les bouteilles sorties se couvraient d'un joli duvet blanchâtre de fraîcheur, de micro-épaisseur de givre qu'il y avait sur les bouteilles. On nous avait fourni des gants blancs pour éviter que nos doigts ne collent et nos doigts ne prennent trop le froid, à servir ça le jour du mariage. Ça, je m'en souviens très très bien. Vous voyez, donc la meilleure température de service, c'est la vôtre en fin de compte, et pour ça, il faut faire des tests. Il faut déguster du vin, il n'y a pas de punition. On en parlait, enfin, c'est ce qu'on va voir parce que c'est le prochain chapitre là. Là, on va se mettre au boulot, David. Allons-y. Je t'attends. Ouais, je suis prêt. C'est maintenant. Let's go. Blind Testing. Blind testing, les amis, vous connaissez la chanson. Je viens de te servir, mon cher David, un verre de vin. D'apparence, je pense qu'on est sur du blanc. Oui, ça là, c'est plutôt assez Ça évident. va. Ce n'est pas servi dans un verre noir, donc Mon- déjà ça aide. Oui, Mon oui. niveau est plutôt ok, tu valides. Oui, ça démarre bien. Et sauf que maintenant, c'est à toi de travailler. Alors tiens, pourquoi pas se la jouer un peu concours. Comment t'auras envie de nous décrire en façon concours un vin de ce type? D'accord. Oui, oui. Si t'es ok. Bon, allons-y. Alors pour commencer, c'est la phase visuelle. Donc là, en l'occurrence, c'est un vin blanc avec une couleur jaune paille. Très belle intensité. On peut déjà imaginer qu'il y a une légère évolution concernant ce vin, puisque les reflets restent dorés, voire même une tonalité verdâtre est toujours apparente. Le vin est limpide et brillant et composé aussi d'une certaine matière parce que la viscosité est très belle, le vin se comporte et bouge très bien dans le verre. S'ensuivent des larmes assez rapides et assez nombreuses en fait sur les parois du verre. Voilà, nous signalant certainement une certaine consistance, une certaine chaleur, une certaine générosité. Mais il y a toujours cette vigilance à avoir concernant le visuel parce qu'on peut être trompé. Il ne faut pas prendre tout de suite le chemin qu'on imagine avec le visuel. Il vaut mieux laisser parler aussi l'olfaction et puis le goût. Donc on continue avec l'olfaction. Alors, c'est un vin net, de très bonne intensité. Et puis avant l'aération, il y a déjà un développement aromatique précis, complexe et intense, porté, je trouve, en fait, sur tout ce qu'est le monde mellifère. Type pollen, fleurs printanières, associant un fruit, mais un fruit d'été, avec une certaine maturité. Et le deuxième nez, ce qu'on l'on appelle, c'est un nez après l'aération. Eh bien, on retrouve, je trouve, ce caractère pêche rôtie, compote, avec une notion de végétal vivifiant type verveine. Également, il y a un fumé qui, pour moi, est une caractéristique d'un terroir assez important parce que ça minéralise. Et ça, c'est pas un fumé pour moi qui vient d'un élevage et d'un fût de chêne, pas du tout. Pour moi, c'est un fumé caillou. C'est un cépage ou peut-être un assemblage, mais on va essayer d'aller plus loin avec la dégustation. Mais c'est un vin, pour terminer en conclusion, qui est mature, complexe, assez donc aérien, associant justement cette note, comme je dis, pollen, miel, un peu gelée royale. Ça sent bon en fait la période printanière quand les fleurs sont en ouvertes et quand il y a tous ces pollens qui sont dans l'air. C'est quand même assez caractéristique et très belle définition. Très belle définition et puis pas d'évidence avec un élevage quelconque avec le boisé, pas du tout. Je pense que c'est l'évolution qui nous donne en fait cette empreinte aromatique fumée.
est-ce que tu décernes peut-être un ou plusieurs cépages, une région? Pour revenir sur l'aspect gustatif, on a une attaque qui est souple, on a de la rondeur avec une belle notion de chaleur qui était perceptible au niveau des larmes. C'est plein, c'est suave, c'est rond. Et puis sans négliger en fait la colonne vertébrale acide qui donne beaucoup de relief en fait à ce vin. Mais ça termine terriblement, je trouve, fumé, grillé et cette notion miel de châtaignier là, un miel très persistant et surtout très intense dans le boisé. C'est très bon, complexe et on parlait tout à l'heure de terroir, ça tire en fait du jus de caillou. Et ça c'est assez chouette parce que la persistance est très longue et les extraits secs et tout ce qui est sels minéraux et salivants est au rendez-vous. Cette finale est très salivante. Ouais. C'est vrai que c'est bien fait. Et ce côté fumé, je suis évidemment d'accord avec vous. Le miel de châtaigne, je trouve ça très intéressant. Effectivement, qui vient se marier avec cette petite note fumée, mais on sent pas l'empreinte d'un élevage. Effectivement, certainement plus celle du caillou, de son terroir, de son socle. Ouais. Donc, moi, déjà, instinctivement, je me situerais quand même sur le continent européen de par sa complexité. La France, oui, j'imagine, et je procéderai, c'est ce que nous faisons en compétition par élimination. Nous faisons la technique de l'entonnoir, ou alors ce qu'on peut appeler filtration légère dans le monde viticole. Très intéressant. Ouais. Il ne faut pas filtrer à grains extrêmement fins, justement, pour laisser passer tous les renseignements dont on a besoin. Donc, naturellement, j'éliminerais l'Alsace pour ce que ça comporte en personnalité cépage et ainsi de suite, parce que ça me paraît pas être du Riesling du tout, ni même du Pinot Gris ou du Gewürz ou même le Pinot Blanc. La Loire, je ne retrouve pas en fait toutes les caractéristiques de ce que j'aime du Chenin sur du calcaire ou alors sur des schistes avec l'Anjou noir ou alors du Sauvignon sur des caillottes ou des silex sur le centre-Loire. Non, moi je ne pense pas à ça. Sur la vallée du Rhône, il m'en manque parce que les cépages quand même de la vallée du Rhône sont plutôt vionniers. C'est pas l'empreinte du vionnier. Le vionnier sent la marmelade d'abricot et voire des notes de violette dans la jeunesse et surtout a une opulence, une sucrosité et caractéristique. Roussanne-Marsanne, on serait beaucoup plus opulent que ça. C'est des consistances parfois, on imagine des fois de vin rouge et puis il y a des très beaux amers sur la Roussanne-Marsanne et ça serait pas aromatique comme ça. Bassin méditerranéen, why not? Ça pourrait. Grand Sud-Ouest, pourquoi pas. Grand Sud-Ouest, j'éliminerais quand même cette notion de Sauvignon parce qu'on n'a pas de caractéristiques Thiol. Et puis la région bordelaise, il y a des beaux Sauvignons, des beaux Sémillons. Néanmoins, il y a une petite patine un peu luxueuse, un peu brillante, rutilante parfois d'un joli boisé. Mais là, je trouve pas en fait qu'il y ait de boisé. Ce fumé vient pour moi d'un caillou, vient d'une notion minérale très intense. J'imagine bien. Ouais, ça me plairait, moi, le bassin méditerranéen. C'est-à-dire, je serais pas sûr. J'aime bien un cépage qui est le Vermentine, qui est le Roll en français, parce que les Italiens, je crois, nous ont interdit d'utiliser Vermentino. Sauf en Corse. Ouais, sauf en Corse, effectivement. Ouais. Mais on a eu servi, c'était avec Joël Dupuche au micro de Glouglou, une bouteille du domaine de l'île de Porquerolles, donc à Vermentino sur schiste. Effectivement, dans cette région-là, on le nomme le Roll. R-O-2-L-E. Oui, mais il y a d'autres batailles à mener que d'aller se chamailler avec un nom de cépage, très sincèrement. Bon, bref. C'est salin et frais à la fois, donc c'est un multi-cépage pour moi. Il n'y a pas qu'un seul cépage. Parce qu'il y a un cépage qui donne de la fraîcheur, de la minéralité, et l'autre cépage qui donne ses parfums mellifères, très opulents. Donc, bassin méditerranéen, du soleil, mais de la fraîcheur à la fois, et majorité de Vermentine qui me plairait bien, sur un millésime qui a 5 ans, je pense. La patine a fait son œuvre. Un 2019-2020 ? Oui. Bon, est-ce que je dégaine ? Est-ce que je t'en parle ? Alors, avant de me dire que je me suis totalement planté... Oui, j'allais y venir. Ouais. La dégustation à l'aveugle, c'est l'école de l'humilité, et c'est surtout se dire, j'étais loin ou pas loin, peu importe, mais j'ai pris du plaisir à commenter le vin. Et il y a une règle dans la dégustation à l'aveugle. Il vaut mieux connaître le vin que
le reconnaître. Je crois qu'on a la citation de notre invité, les amis, et c'est très juste. En tout cas, moi, je te remercie de te prêter au jeu et en plus de nous avoir fait cette dégustation un peu format concours. C'est génial et j'ose espérer que nos glouters vont se régaler d'avoir entendu ces mots. Cette description, cette vivacité pour nous parler de ce vin. J'avais envie de me faire un énorme kiff. Écoute, à chaque fois, je descends dans ma cave et je me dis, quelle bouteille ouvrir avec mon invité. Ouais. Est-ce qu'on va sur un vin effervescent, un blanc, un rouge, telle ou telle région, et puis en fonction des épisodes passés, moments passés, on essaye de changer, de diversifier. Et puis figure-toi que j'ai dans ma famille une aventurière, une jeune femme qui est la compagne de mon frère, qui s'appelle Marianne, qui a décidé, elle en septembre dernier, tu as fait ta rentrée à Kedge, elle a fait sa rentrée dans un VIE à l'étranger. Et elle a rejoint une minerai d'uranium, donc pas dans les pourtours méditerranéens, non pas provençal, mais au Kazakhstan. Oh, nom de nom. Et voilà. Et je un me suis vin dit, du Kazakhstan. Et donc tu me vois arriver avec mes gros sabots, j'ai le pas lourd. Je me suis dit, mais quelle opportunité qu'on découvre ensemble quelque chose que je ne connais pas. Et non. Et je ne sais pas si tu as déjà eu toi l'occasion de mettre... Première fois. Eh ben voilà. Première Qu'on fois. se fasse une première fois. Alors, j'attrape la bouteille. C'est bluffant parce que c'est franchement bluffant. Ah, c'est génial. C'est bon. C'est bon. Donc, ça a été, figure-toi, mon cadeau de Noël. Marianne, je te remercie pour ce joli cadeau. Donc, on découvre ensemble, mon cher David. Et donc, pour la première fois, le domaine Arba, A-R-B-A. Nom de et nom. sa cuvée magnifique. Saz 2019, S-A-Z 2019. Évidemment, je vous mettrai, vous le savez, tous ces petits commentaires donc en description de l'épisode. Alors, et les cépages, et ce seraient des cépages comme en Géorgie ou en Arménie? Alors, tu as effectivement... ou alors il y en a un Zan. il y en a un seul que je n'arrive pas à prononcer. Je vais essayer pour vous, chers amis, est-ce qu'on prononce le R en début de mot? Je ne sais pas. Katitseli. Leur Katitseli, oui, c'est un cépage. Ouais. Et qu'on trouve en Géorgie. Oui, absolument. En fait, juste pour cibler, alors, ça sera à vous quand même de faire l'exercice, d'aller sur la carte du monde, de situer le Kazakhstan. On est surtout, en fin de compte, dans la région d'Almaty, sur la vallée d'Assa. Et la région d'Almaty, elle est aussi connue, donc d'un point de vue national, pour être la région un peu le berceau des pommiers également. Donc ils ont une denrée rare qui est le cidre et la vigne. On est sur un plateau mais qui est à 1000 mètres d'altitude, donc beaucoup de fraîcheur, effectivement très rocailleux. Je crois que le Kazakhstan, du coup j'ai eu une petite formation accélérée ces derniers mois, offre une multitude de paysages assez extraordinaires, peut-être insoupçonnés d'une certaine manière. Je trouve que c'est un pays très, très éloigné. Et donc là, on retrouve quand même des cépages de chez nous. 53,4%, ils sont précis sur la contre, de Riesling, 34,3% d'Aligoté, 6,8% donc de ce fameux cépage imprononçable. Voilà. Et 5,4% de Gewürz. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai noté de plus à te dire sur ce vin? Si, tiens, une petite information. Je suis tombé du coup... sur son prix. Alors c'est pas bien d'aller regarder lorsqu'on vous fait un cadeau, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir aussi la remettre un petit peu en perspective, cette qualité de vin qu'on découvre. Alors figurez-vous que ça coûte 3500 tenge kazakh, donc la monnaie locale, soit 6 €. Voilà, et bien écoute, c'était la petite découverte. Mais merci, parce que non seulement c'est une première pour le Kazakhstan, parce que je mets à mon tableau de chasse, un pays supplémentaire en termes de dégustation. Et je suis, c'est vrai, bluffé parce que c'est bien réalisé. C'est totalement improbable parce que cet encépagement d'y mettre du Riesling, du Gewürz, de l'Aligoté puis du Rakitseli, c'est totalement impensable. Donc c'est sûr que ça donne un résultat, vous imaginez bien, à distance, qui est totalement déroutant parce que... Mais...
Voilà, vin d'assemblage, pour moi, c'était une évidence. Avec du soleil, certainement. Je ne sais pas si... voilà. Il y a un joli ensoleillement, Ouais. ça, c'est sûr. Mais là, les cépages assemblés donnent une personnalité, mais totalement improbable. Mais ça, merci beaucoup, parce que c'est une première pour moi. Voilà. Et donc, merci Marianne pour la découverte et pour ce joli cadeau de Noël. On peut dire que c'est bon. Oui, c'est bon. On peut dire que la découverte est Oui. vraiment chouette, assez stimulante. Et pour 6 €, Oui, et oui. génial. Par contre, voilà, je me suis dit, ne sachant pas quand même quelle allait être la découverte, Oui. que on n'était pas obligé des fois de se limiter à une seule bouteille à déguster à l'aveugle. Donc figure-toi que j'en ai une deuxième dans l'hôte du Père Noël. Est-ce que tu me donnes l'autorisation? Oui, je suis gâté, j'ai toujours aimé Noël, moi, déballer les cadeaux. Eh ben voilà, on déballe ça de suite ensemble. Mais qu'est-ce que l'on boit? Inspecteur Clou-Clou, Mais qu'est-ce que l'on boit? Clou-Clou, Mais qu'est-ce que l'on boit? Inspecteur Clou-Clou, Mais qu'est-ce que l'on boit? Clou-Clou. Bon ben voilà les amis, avec générosité, on se lance dans un round 2, deuxième round pour notre invité du jour, David Biro. David, là on a changé de couleur. Ah oui, totalement, oui. Une couleur de rose, une couleur vraiment extrêmement charnelle. C'est un rose foncé et pâle à la fois, parce que les reflets sont rose façon pétale de rose, extrêmement brillant et scintillant. Extrêmement brillant. Extrêmement brillant. Mais la couleur, en fait, exprime du plaisir. À la rigueur, on imaginerait ce jus de groseille qui arrive quand on presse, en fait, une grappe de groseille. C'est-à-dire un rouge léger, un rouge rose, voilà, entre les deux. Et ensuite, sur l'aromatique, on est extrêmement primaire, fruit, voire même fermentaire, avec cette notion de bonbons lutis, là, vous savez, les bonbons harlequins, ces bonbons anglais avec de l'acidité et du fruit à la fois. C'est ce registre-là, donc on imagine vraiment une température plutôt basse au niveau de la fermentation pour essayer de capter les arômes les plus primaires et les plus frais en fait du raisin, pour éviter que ce soit considéré comme, c'est le monde des vins rosés, mais les vins rosés un peu plus soutenus dans la famille des clairés, ou dans la famille en fait des rosés de saignée surtout. C'est cette volonté d'avoir un vin à mi-chemin entre le blanc et le rouge, comme certains maintenant appellent, parce que c'est un mot qui va venir à la mode, vous allez voir, le blouge. Le blouge, c'est... J'ai le blouge. Voilà, j'ai le blouge. C'est le blanc et le rouge fusionnés, le blouge. Donc... c'est aromatiquement très plaisant et amusant aussi. Et c'est aussi ce qu'on peut attendre de ce type de vin, c'est-à-dire la joie de vivre, la simplicité, le glouglou, les copains, et qu'on ne fasse pas de la dégustation cérébrale. Ça, c'est le but. Voilà. Et puis, c'est acidulé en bouche, on retrouve cette fraîcheur, cette légèreté. Il y a une notion de fruit, et peut-être fruit avec du beau végétal. Une belle notion, en fait, de noble végétal, qui s'apparente pour moi à cette fraise écrasée, encore un peu sous-mûrie. Ou alors éventuellement cette notion un peu feuille de framboisier. C'est un juste mélange entre le fruit acidulé, les baies rouges acidulées et la sève. Donc c'est frais, c'est fringant. Et la bouche maintenant? Eh bien la bouche, de la rondeur, une certaine matière, très fine, mais suave. Voilà, c'est un côté charnel. D'ailleurs la couleur va bien à la chair. Elle lui va bien, c'est vrai. Derrière ce côté charnel, un peu sexy, heureuse, joyeuse, envie de nous attraper et de nous faire passer un bon moment. Ouais. Je trouve ce vin vraiment fidèle d'ailleurs à ta description. J'aime bien cette petite note délicatement fumée au nez et surtout effectivement c'est cette infusion, plutôt une tisane de fruits rouges. Moi je me balade tantôt sur la cerise griotte qu'une figue fraîche même, l'orange sanguine. Le tout est très aérien, très frais, salivant, avec de délicats insoupçonnés amers nobles en finale, et ces notes aussi d'herbes fraîches, aromatiques. Mais c'est un rosé de saignée, je pense, en plus issu de cépages rouges qui peuvent avoir une forte intensité colorante. C'est pour ça que la saignée nous permet d'avoir cet éclat très brillant et avec une couleur plus soutenue que les autres rosés. Donc des cépages aussi qui apportent de la fraîcheur. Donc des cépages avec lesquels je pense on fait des grands rouges. Du type ça me fait penser quand même au quart sud-ouest. Avec ça pourrait être type Merlot, Cabernet,
sur voilà, des saignées, sur des très jolies cuves de cépages du Grand Sud-Ouest. Parce que je pense à frais et feuilles froissées et cette notion de groseille avec la peau de la groseille et puis ce noble végétal et ce beau niveau de maturité. Les vins rosés sont des vins qui sont si divers et variés à la fois. Certains veulent pas de couleur, ils veulent la peau de bébé, ils veulent que ça soit en fait des blancs cachés. Et celui-ci, non, affirme sa personnalité rosée. Mais je trouve qu'on a beaucoup de fraîcheur. C'est pour ça allez-y, rosé, affirmez votre personnalité. C'est effectivement un peu mon envie derrière cette bouteille ouverte et ce moment partagé avec toi, David, c'est de parler de ces rosés, de la magie des rosés, de leur diversité et notamment de ces rosés de saignée. Alors je te donne moi raison, je pense que si on me l'avait eu servi à l'aveugle, j'aurais eu une sorte presque de résonance quand même au passé bordelais, de ces clairés. On peut être dans l'idée, mais avec subtilité, avec voilà tout ce qu'on a dit. En tout cas un vin heureux, joyeux. On est bien dans le sud, mais on va plutôt être sur le quart légèrement sud-est. Ah, bah, ça peut être des rosés à base de Mourvèdre alors. Eh oui. À Bandol. Voilà. Ouais. Alors on n'est pas très loin, on est chez un vigneron que certains connaîtront à coup sûr. Je t'amène au Mas Julien, chez Olivier Julien, un grand vigneron des terrasses du Larzac, les amis. Cette bouteille porte un nom, cette cuvée. Vin d'une nuit, Languedoc, appellation pour le coup, millésime 2024, un peu décalé, parce que ce sont justement des vins, et on n'y pense pas assez, les amis, les vins de rosé, à les laisser quelques années en cave et de suivre leur évolution. Alors peut-être que ça concerne finalement qu'une minorité, à juste titre, dans le paysage des rosés, mais ils sont bien là. Oui, une minorité, mais je pense surtout, c'est que le consommateur a peur en fait de la dégradation de la matière colorante et de partir sur une gamme, en fait, une palette de couleurs plus dans l'orangé que dans le rose ou la framboise ou la couleur de la framboise ou de la fraise. Et c'est ce qui dérange le consommateur. Et est-ce qu'on peut pas partir du principe, David, que en fait le consommateur a priori a juste peur de la couleur du rosé? Oui, oui, parce que c'est vrai que si on regarde un peu les choses avec un peu d'étonnement, te dire que on a est certainement lié quand même à un programme de communication qui nous vient certainement tout droit de la Provence, de dire tiens, plus un rosé a moins de couleurs, meilleur il est. Alors pourquoi l'avoir appelé rosé à la base? J'aime bien concevoir l'idée qu'en fin de compte ces vins-là n'ont de rosé que leur couleur et qu'ils ont évidemment un message à faire passer. Alors on trouve des vins rosés très pâles, tu disais, des blancs cachés un peu, et qui sont merveilleux et qui peuvent tenir dans le temps, et comme des rosés avec une robe un peu plus colorante, colorée, assumée, et je trouve que ça fait du bien. J'ai l'impression que chez nos amis cavistes on en voit de plus en plus. Je m'en réjouis, parce que moi c'est des vins qui me donnent du plaisir, et c'est des vins qui en plus, lorsqu'on est un petit peu gourmand, trouvent facilement place sur table, ou au moins match avec les ingrédients, les plats de saison qui sont eux aussi souvent joyeux, expressifs, colorés, et donc ça ne fait pas de mal. Un petit mot sur donc cette bouteille, ce rosé de saignée de Mas Julien, produit par Olivier Julien. D'ailleurs, pour la petite anecdote, donc un domaine créé il n'y a pas si longtemps en fin de compte, 1985, et qui est aujourd'hui une véritable référence donc des terrasses du Larzac sur la commune de Jonquière, très jolie commune. On est sur l'assemblage, vin d'assemblage, 20% Carignan, 30% Mourvèdre, 35 Sceaux et 20% de vieux cépages, et ça c'est top secret les amis. Son prix, je le trouve honnête, 19 € TTC, c'est évidemment un budget. Mais pour se faire plaisir sur cette toute petite quantité produite, je trouve que c'est une expérience intéressante à faire. Un remerciement, évidemment, à un certain JB, aka Jean Bouteille. JB, si tu nous écoutes, merci pour ta passion, merci pour le passage de relais. JB est caviste, passionné du bassin d'Arcachon. Je pense bien à toi. Ouais, puis Olivier Julien fait des vins absolument remarquables. J'en ai dans ma cave, je les laisse vieillir, que ce soit en blanc et en rouge. C'est mes premières compréhensions de ce que peut être un assemblage sur l'arc méditerranéen et en plus sur le Languedoc en termes de fraîcheur et de potentiel de vieillissement. Il
Il a fait partie des tout premiers parce que moi, il me reste de mémoire quelques 98, quelques débuts des années 2000, donc des vins qui ont plus de 20 ans. Et les vins se tiennent toujours très bien. Les blancs sont somptueux, les rouges sont fins et puis prennent des notes de tertiaire, de feuilles de laurier craquées, voire même de garrigue et puis de bouillies de thym séchées. C'est sublime. Il n'y a jamais eu de démonstratif avec Olivier Julien. Et petite anecdote, lors de mariage d'un copain sommelier, il est arrivé avec un Jéroboam de 2002. 2002 n'était pas le millésime le plus sexy qui soit sur le bassin méditerranéen. On a eu toutes les peines du monde avec Olivier à déboucher, à sortir le liège, mais je lui ai prêté main forte parce qu'on avait tous soif et on voulait pas laisser ce Jéroboam non ouvert et sans que tout le monde puisse en profiter parce que le liège s'est désagrégé, mais à force de persévérance et puis de tenir, on a réussi à sortir le liège et on s'est délecté de ce millésime 2002. Et Olivier Julien est surtout d'une gentillesse incroyable. Ses yeux sourient naturellement. Il y a toujours la banane sur son visage. Il est gentil, puis surtout, il nous fait partager en fait sa passion du vin. Et ce ne sont pas les vins les plus démonstratifs qui vieillissent le mieux. Et lui, c'est une vraie évidence, quoi. Que ces extractions sont d'une subtilité, d'une élégance qui ne sont pas du tout dénuées en fait de potentiel de vieillissement. Et il a aussi une Carthagène qui est absolument extraordinaire. Donc un vin muté avec du Mar, donc du Languedoc, qui fait vieillir je crois 2 ans, et sa Carthagène sent le litchi, la gelée de rose, la compote de fraises. C'est une gourmandise totale, et boire ça avec des fraises actuelles saupoudrées d'un petit peu de tour de moulin à poivre et aussi d'avoir une crème fouettée à la verveine, c'est tout simplement remarquable. Donc il fait des vins tout bonnement dans la simplicité, mais surtout dans la précision. Et là, on a une vraie notion de terroir quand on évoquait le terroir ensemble. Eh bien, ravi en tout cas que cette bouteille puisse te faire écho et de récolter ces quelques douces anecdotes et heureuses. Vous le savez, les amis, vous retrouverez en tout cas le descriptif de cette bouteille en description. J'en profite, je fais une petite parenthèse très rapide, juste pour vous remercier. Et c'est le cas à chaque épisode, mais vous êtes de plus en plus nombreux. C'est un vrai kiff de pouvoir parler avec vous et de vous proposer bien ce format pour partager une passion, pour essayer de désacraliser le vin, en parler autrement, tout en préservant le merveilleux qui le compose. Donc voilà, merci les amis, n'hésitez pas à vous abonner effectivement sur les plateformes ou sur Instagram, ce qui permet de pouvoir diffuser Glouglou dans plus d'oreilles possible. Et voilà, en tout cas, moi je prends énormément de plaisir et c'est un vrai kiff de pouvoir mener cette aventure à vos côtés désormais. Qu'est-ce qu'on mange, tiens, avec cette bouteille, avec ce rosé, vin d'une nuit de Mas Julien? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, là, instinctivement? Du rouget, grillé, et puis agrémenté, en fait, d'un gratin, par exemple, d'asperges blanches, sur lequel on pourrait mettre quelques éclats de grenade fraîche. Donc les asperges blanches, mais pas trop chaudes, justement, parce que l'asperge blanche, quand elle est de top qualité, elle est sucrée. Et j'aime beaucoup la fibre. Si elle est bien tendre et surtout bien arrosée, les asperges fondent dans la bouche. Il n'y a pas ce côté fibreux. Donc asperges blanches sur lequel tiède et sur lequel on déverse une très très jolie huile d'olive avec des éclats de grenade. Prendre en fait toutes les petites poches là croquantes, jaillissantes en termes de goût, de jus de grenade. On retrouverait la couleur en plus. On retrouverait la couleur et on retrouverait en fait l'acidulé et la sucrosité de l'asperge et tout ça associé avec un rouget grillé. J'aimerais bien manger du rouget poisson de roche avec ce Mas Julien rosé. Bon, on a une recette quand même assez facile à réaliser à la maison en oui, soi. Absolument. Ouais. La crainte en fait pour le chez soi, c'est le rouget. C'est parce que oui, il faut bien lever les filets, être vigilant avec les arêtes, mais c'est là où pour le griller, il faut qu'il soit entier.
Donc un joli rouge ébarbé entier avec une caramélisation de la peau qui est croustillante, puis là on mange tout en fait, on mange la peau. C'est ce qui est le plus intéressant dans le rouget. Voilà, ça commence à aiguiser mes papilles. Oui. Eh bien, on s'attaque, hein, on s'y file, on part sur la suite. Prochain chapitre, recette magique, jingle. Splendide, mes glouters. Mon cher David, on arrive bientôt au terme de cette émission, mais je voudrais pas qu'on se quitte sans vivre ensemble un moment magique, un moment aussi peut-être introspectif, de lâcher prise. J'ai envie de te confier en tout cas le choix de la prochaine recette, puisque c'est toi qui en es l'acteur principal. Tu as 5 ingrédients à choisir pour vivre un moment qui, semble-t-il, pourrait ne pas être désagréable. Bien au contraire. Pour ça, je vais avoir besoin d'un vin, d'un vinyle, d'un plat, d'un lieu. Vin, vinyle, plat, lieu, sans oublier la personne de ton choix. Pour vivre cette expérience à tes côtés, tu as carte blanche. Alors carte blanche pour faire quoi? Cette recette, bon, la personne c'est avec mon épouse. Après le vin, je choisirais bien en fait une Syrah de Côte-Rôtie et du domaine Jamais, parce que ça associe aussi bien l'élégance florale que la puissance solaire. Et on affectionne beaucoup avec mon épouse en fait ce domaine et ce que représente en fait cette Syrah sur les terroirs de Côte-Rôtie du domaine Jamais. Eh ben, de Jean-Paul préparez-moi Jamais. s'il vous plaît une Syrah de chez Jamais, très belle Côte-Rôtie. Voilà un bon choix. Et puis ce que j'adore aussi en plat, c'est en fait un parmentier de queue de bœuf. C'est ce plat mitonné, mais surtout la queue de bœuf a été mitonnée longuement façon bœuf bourguignon, et puis on effiloche tout ça et ça sert de viande tendre, de viande savoureuse, goûteuse et puis extrêmement succulente qui vient s'associer à la purée de pommes de terre parce que j'adore la purée. Et donc un hachis parmentier d'effiloché de queue de bœuf. Et puis pour mettre un peu de rock avec tout ça. Un vinyle, alors c'est vrai, bon, j'essaie de me souvenir à quelque chose près ce que j'avais en vinyle, et puis j'aimerais bien le vinyle de Brother in Arms de Dire Straits, parce que c'est un savant mélange de rock absolument incroyable, des morceaux de guitare mais sublissimes, comme des chansons et puis des musiques extrêmement posées, tendres. C'est un vinyle qui concentre plein de styles. Qui peut vraiment t'accompagner sur un repas, quoi. Oui. Là, tu prends ton temps, tu te fais le vinyle en entier, il n'y a pas un son qui sort du lot. Absolument, mais... Et t'as cette Côte-Rôtie qui va évoluer en plus dans le verre. Ouais, avec le parmentier de queue de bœuf. C'est pas mal. Ouais. Avec quel paysage en background? Eh oui, le paysage. Oh, là, sincèrement, je m'assiérais sur les murs en pierre sèche du vignoble de Côte-Rôtie. Parce qu'avec la vue sur le Rhône, avec les vins de Vienne en face, c'est remarquable. Quand on est en haut de ce vignoble, déjà, quel sacerdoce pour pouvoir vendanger et puis travailler. Donc la nature humaine, elle se doit d'être quand même écorchée vive et surtout très motivée pour faire du vin, parce que se donner autant de mal pour avoir les plus belles grappes de raisin et faire du vin là où c'est situé, chapeau les artistes. Hein. Donc là, j'irais très simple, sur les murs en pierre sèche du terroir de Côte-Rôtie, pour avoir la vision de ce que représente la vallée du Rhône et cette vallée encaissée qui est absolument sublime. Cet horizon dégagé, voilà. Ouais. Eh bien écoute, c'est une magnifique recette. C'est la tienne, je suis très content de l'avoir récoltée. Je te souhaite évidemment de la réaliser. Maintenant oui, qu'on c'est a possible. Oui, je pense que elle est assez réalisable. Oui. Sur sa composition. En tout cas, elle donne envie. Maintenant, nous avons fermer un peu les yeux et toucher le rêve de cette recette magique un peu plus concrète là. Si tu avais envie de confier à nous autres glouters tes bonnes adresses, ces 2-3 bonnes adresses où tu aimes te ressourcer, où tu aimes t'asseoir, dîner, déjeuner, voilà, cette table canaille à peut-être la triplement étoilée, ces adresses que tu as envie de nous recommander. Alors les adresses, partout en France, j'imagine, des adresses. Et tu pourrais même m'amener au Kazakhstan, si tu voulais. Ouais, au Kazakhstan, je ne sais pas encore aller. Non, mais déjà, je commencerai par Paris, avec
Le petit sommelier tenu par Pierre Villa-Paléja, c'est un de mes anciens stagiaires, un de mes anciens sommeliers. On a fait un bout de chemin ensemble en termes de carrière professionnelle et sa carte des vins est sublime. Son endroit est convivial, canaille. On En rencontre face de la gare Montparnasse. en face les de la amis. gare Montparnasse. Ouais. Là, si vous Ouais. avez 1 heure devant vous, Ouais. plus là, on a des professionnels. Ouais. Si vous leur dites mon train est dans 45 minutes, ils arrivent à vous sortir Oui. le tartare très très rapidement. Absolument. Ouais. Ensuite, allez hop, j'ai fait Paris, donc je fais forcément Bordeaux. Et puis là, je vais mettre en avant une petite boutique, si je puis dire, en fait un bistrot, qui a été ouverte par mon ancienne assistante sommelière Sarah. Ça s'appelle Cusec, place du Palais à Bordeaux. Et c'est une cuisine simple, authentique, dans le goût, tout ce qu'on aime. J'ai mangé une côte de cochon l'autre jour, mais divine, une côte de cochon épaisse, entrelardée, où le gras était venu en fait de par son jus, de par sa richesse, attendrir en fait la fibre de la viande. Donc c'était quasiment à couper à la cuillère tellement c'était tendre. Remarquable. Et il faut surtout pousser et réconforter, si je puis dire, tous ces jeunes qui décident de se lancer. L'entrepreneuriat est un acte qui est très difficile à mener pour pouvoir réussir. C'est très compliqué. Merci de le dire. Ouais, donc je lui souhaite bonne chance, mais je vous recommande cette table. Et puis je vais quand même glisser un étoilé Michelin dans tout ça. Et puis je vais penser les 14 années que j'ai passées avec Thierry Marx, qui ont été 14 années incroyables, et il a son restaurant Honor, une étoile Michelin à Paris. Et je félicite Thierry Marx et Pierre Ricardo, son chef, qui sont des personnes avec lesquelles j'ai travaillé pendant 14 ans. Et ça s'oublie pas. Et surtout, j'oublie pas la confiance que mon chef Marx m'a accordée pendant 14 ans pour mener son restaurant pendant toutes ces années au niveau 2 étoiles, avec tous les sommeliers et puis toutes les personnes de la salle qui nous ont accompagnés. Ils ont surtout écrit une page de leur histoire professionnelle, mais cette page d'histoire professionnelle, elle nous a tous marqués et on a passé des très beaux moments. Donc voilà, un étoilé Michelin, un bistrot et puis une petite nouveauté dans Bordeaux. Donc j'essaie de faire la part belle à mes endroits coup de cœur. Vous retrouverez tout ça, chers glouteurs, en description donc de l'épisode. Merci pour ces adresses. Avec plaisir. Et nous y sommes. Glouglou, ce que le vin dit de nous, c'est maintenant. Glouglou, ce que le vin dit de nous. Cher David, avant toute chose, permets-moi juste et très simplement de te remercier. Te remercier pour ta générosité, avec te plaisir. remercier pour ton temps de m'accueillir ici à Kedge. C'est une belle opportunité pour y mettre les pieds pour la première fois. Oui. Et puis surtout de passer ce très bon moment de qualité avec toi, ton partage d'expérience, tes coups de cœur, ce qui t'a fait vibrer. J'ai appris un paquet de choses et j'ose espérer que nos amis glouters, eux aussi, depuis leur voiture, leur cuisine, peu importe où vous écoutez cette émission, et que vous soyez régalés. Il y a donc évidemment dans Glouglou cet ADN. Glouglou, ce que le vin dit de nous. Et c'est ce qu'on essaye de débusquer, en tout cas, chez chacun de nos invités. Et c'est désormais à ton tour de répondre à cette fâcheuse question. Cher David, le vin, qu'est-ce qu'il dit de toi ? Ce qui dit de moi, le vin, je pense qu'il dit de moi que de ma première minute en tant que sommelier jusqu'à 7 minutes là, à l'instant T, j'ai été un fidèle ambassadeur pour lui. Et ça changera jamais, quoi qu'il arrive. Puisque fondamentalement, j'aime beaucoup, beaucoup cette boisson. Parce que je dis boisson parce que c'est une boisson fermentée et qu'elle représente tout ce que j'aime dans la vie, et surtout c'est la seule machine à remonter le temps, entre autres. Et on s'imagine toujours le passé quand on boit aussi des verres de vin, mais on s'imagine aussi l'avenir, de savoir que l'avenir autour d'une bouteille de vin ne peut pas être négatif ni être noir. Donc je pense qu'il dit de moi que mon rôle d'ambassadeur tient toujours dans ma tête, et ça changera jamais. Officier de bouche, toujours. J'ai l'impression aussi que le vin peut dire peut-être chose aussi subtile de toi, cette quête en fin de compte d'apprendre à se connaître,
d'aller jour après jour, Oui, c'est ça. au-delà de l'apprentissage du vin, de ses régions, de ses descriptions. Tu nous l'as dit, notamment c'est cette volonté, ténacité d'aller dans les concours Oui. pour apprendre de soi. Oui, ne rien lâcher. Et peut-être mieux se connaître pour mieux comprendre les autres et donc mieux nous accompagner, notamment lorsque tu as accueilli des convives du monde entier, que ce soit au Crillon, chez Thierry Marx, et demain peut-être ailleurs, et en tout cas aujourd'hui les étudiants de Kedge. Cette émission, et j'ose espérer qu'elle aura aussi une utilité de former, de transmettre. Hein. Moi j'aime le podcast pour ça, parce que tu vois, on fait une petite capsule, et je serais heureux à coup sûr de m'y replonger dans quelques années, et pourquoi pas déjà dans quelques mois, pour apprendre des choses et vos parcours, les regards, les mots, les singularités de chacun. Je pense que ça nous montre bien qu'on est plusieurs à vouloir défendre en tout cas ce bel univers et qu'il est très inspirant au-delà même de son contenu. Oui, c'est très clair. Un dernier mot Très, très clair. pour la fin. Le dernier mot, santé, et à tout point de vue. Santé pour partager de très très jolis flacons entre vous, tous les amis, entre toutes les personnes qui aiment partager. Et puis ça symbolise aussi bonne santé pour respecter ce que représente le vin et en profiter sans excès. Donc c'est le mot santé qui caractérise bien un bel échange entre le vin et nous-mêmes. Santé et trinquer, les amis. Juste avant que l'on se quitte, cher David, aurais-tu une personnalité à rencarder à Glouglou? Une personnalité que tu aimerais entendre, tiens. Une personnalité que j'aimerais entendre? Ah oui, je pense à un artiste, Aladin Rebel, qui est un acteur de série et surtout un acteur sur les scènes de théâtre et qui joue en ce moment dans une pièce qui s'appelle Du charbon dans les veines, qui a été primée avec plein de jolies Molières. Et Aladin est reconnaissable parce qu'il a sa toison blanche argentée sur la tête avec ses cheveux, puis aussi son bagou, sa gouaille. Et Aladin est un amoureux du vin et je l'adore en fait quand il joue sur les planches parce qu'il est extrêmement doué et il m'a fait passer aussi un moment unique. Je lui ai dit qu'il faudrait le refaire, mais c'est pas facile. C'est grâce à ses connaissances, en fait, il nous avait ouvert les jardins de Versailles après la fermeture du château de Versailles. Et donc, on avait des stops dans le jardin, donc nous étions accompagnés, des stops pour écouter des poèmes autour du vin qu'il nous lisait avec une de ses amies. Un verre de vin, parce qu'on avait de l'Ostertag, on avait du Clos Rougeard, on avait du Célos, on avait plein de grands vins, parce que c'est un fou de vin. Extraordinaire. Ouais. Et surtout, comme il connaissait des personnes au château de Versailles, on nous a montré en fait comment fonctionnaient en fait les fontaines, avec ces fameuses clés métalliques que les techniciens tournent pour pouvoir actionner l'eau qui descend de bassins surélevés, parce que tout marche par apesanteur et par dénivelé. Et donc ça a été un moment mais absolument incroyable. C'est-à-dire nous avions la littérature, nous avions l'humour, nous avions le vin et qui plus est nous avions un décor mais de folie quoi, parce que nous étions dans les jardins du château de Versailles et on a eu le privilège aussi d'aller faire un pique-nique sur table, mais donc en extérieur, à côté du potager du roi. Et nous avons eu le privilège, par le château de Versailles, de passer par le portail du potager du roi, qui était le portail utilisé exclusivement par le roi. Personne d'autre ne pouvait passer, donc ils nous ont ouvert cette porte et on est rentré dans le potager du roi par cette porte en fer forgé qui est magnifique, qui se distingue. Quand on se promène dans le château de Versailles et dans les jardins, on peut voir cette porte. Et ensuite, on a fait un pique-nique autour de ces très très jolis flacons. Chacun emmenait ce qu'il voulait à manger. Et ça, c'est Aladin Rebel qui m'a permis en fait l'investigateur. Qui m'a permis d'avoir ce moment, parce que ça, c'est un moment unique dans ma vie. Vraiment. Génial. Et je note l'info. Merci pour cette anecdote, cher David Biro, aujourd'hui directeur
de Cage Wine School et éminent, évidemment, chef sommelier français, ambassadeur du goût, ambassadeur des grands vins, des grands terroirs. C'était un plaisir de te recevoir, ou du moins que tu m'accueilles et que tu me fasses une petite place dans ton agenda. Les amis, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Mais d'ici là, vous connaissez la chanson. Buvez bien, buvez bon. Ciao, ciao. Bisous. Punaise, j'adore cette nouvelle émission sur le vin. Glou, c'est marrant comme nous et je comprends tout. Ah, mange! Pour une fois, je comprends tout! Ah, merde! Arrête ton cirque! Spider, glou, spider, glou.